Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à la Coupe de France. On est sur notre petit nuage, hein. Comme disait Alex sur le chat, je pense la communauté de l'OGC Nice depuis lundi soir. On vit j'allais dire un rêve éveillé. On n'a pas encore gagné la Coupe de France, mais on a quand même sorti le Paris Saint-Germain au tir au but. 0-0. Pour m'accompagner lors de cette émission, le fidèle, le lieutenant, qui paradoxalement enchaîne les défaites au quiz, mais ça sourit à l'OGC Nice. On va espérer que ce soir, il y a une quatrième défaite consécutive. Bonsoir Alric. Salut Pancho, salut à tous. Écoute, je suis très content d'être avec vous, avec ce beau plateau qui nous accompagne aussi. Bon, j'espère qu'au quiz, je vais un peu redorer mon blason personnel, par fierté. Mais bon, effectivement, si je perds mais qu'on continue nous à gagner les matchs, je prends aussi. Je pense qu'on va tous prendre cette solution. Une supportrice, et c'est la toute première fois dans le Club Pantio, je suis ravi de l'accueillir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à tout le monde, ravi d'être là aussi. Supportrice de l'OGC Nice naturellement, Évidemment. et tu vois là tu as fait donc Cop Aiglon en début janvier si je dis pas de bêtises avec Hmm, avec Sébastien Serrano, donc ravi de t'accueillir dans le club Pantio Mathilde, et ça me fait pour plaisir. représenter la communauté parisienne en deuil en ce début de semaine. Erwin, bonsoir l'ami, comment vas-tu? Déjà, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir auprès de vous. Bah, écoute, depuis lundi, j'ai pas mal encaissé, mais on va dire que ça va mieux. Ok. Écoute, on aura l'occasion de parler de ton équipe euh, par rapport aux perspectives de cette saison et notamment Pochettino. Moi, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Pas de souci. Messieurs, dames, on va attaquer directement par parler du match. Donc, ce match qui s'est terminé au tir au but. Boulka qui a fait qui nous a envoyé du rêve, hein, j'ai envie de dire, sur la pelouse du Parc des Princes qu'il n'avait pas eu l'occasion de fouler en étant au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai une première question à vous poser par rapport au contexte de ce match. Alric, l'OGC Nice était allé chercher ce match nul en championnat en ayant fait un match, on va dire, extrêmement courageux, solidaire, en se procurant aussi des occasions chaudes, hein, cette tête de Dolberg sur le poteau. Dans quel état d'esprit tu étais avant ce match de Coupe de France, Alric? Alors, j'avais deux visions. Celle de me dire, de toute façon, le favori de cette rencontre, ça reste le Paris Saint-Germain, ne serait-ce que parce que, de par son effectif, de par la qualité intrinsèque de ses joueurs, le Paris Saint-Germain est au-dessus de notre équipe et au-dessus de toute la Ligue 1. Donc le principal adversaire qu'il y avait dans cette rencontre, c'était le Paris Saint-Germain lui-même. Si les joueurs décidaient de se mettre tous en ordre de marche en même temps, ils pouvaient nous rouler dessus sans qu'il y ait absolument rien à dire. Deuxième chose que j'avais en tête, c'était qu'effectivement, on avait fait un match courageux. On était la première équipe à ne pas avoir encaissé de but au Parc cette saison et on a pu en tirer beaucoup d'enseignements positifs. Ensuite, il ne faut pas oublier que depuis le début de la phase retour, l'OGC Nice ne perd pas. L'OGC Nice reste la meilleure équipe cette saison à l'extérieur. Et tous ces points positifs, toute cette fin d'année 2021 et ce début d'année 2022 m'a fait dire qu'on avait largement nos chances pour faire un résultat contre ce Paris Saint-Germain. D'autant plus qu'on l'a vu après pendant le match, le plan de Galtier était une nouvelle fois très clair. Il fallait être compact derrière sans forcément mettre le buste parce qu'on a réussi à récupérer des ballons assez haut parfois et surtout se projeter très vite vers l'avant. On a vu qu'avec les nombreux absents, on y reviendra, le Paris Saint-Germain était quand même bien handicapé en défense et il y a certains joueurs, ils n'étaient pas vraiment à l'aise face à nos flèches, type Guéry, Kluivert et compagnie. Donc moi je pensais que voilà, le Paris Saint-Germain avait quand même les cartes pour pouvoir gagner ce match, mais qu'on avait, quoi qu'il arrive, absolument rien à perdre et toutes nos chances pour créer un résultat. Effectivement, et Mathilde, on a senti en tout cas sur les premières minutes du match que le plan Galtier, qui était semblable à celui du match aller, était en train de fonctionner.
Oui, ouais, ça fonctionne parce que c'est solide. Après, certains diront que c'est un bloc fermé, sans dire un bloc bas. Mais du coup, je pense que dans ces cas-là, si le plan de jeu fonctionne, euh, on va pas aller chercher au-delà de ça, on va se contenter de ce qu'il y a. Et pour le coup, ça a vraiment bien fonctionné. Enfin, je veux dire, les occasions n'ont pas été si nombreuses que ça, je pense. Donc, je pense qu'on peut se contenter de ça pour l'instant. Le contexte du match pour le Paris Saint-Germain, Alric, tu en parlais aussi, c'est les nombreux absents. Alors j'ai noté Hakimi, Gay, Neymar, Di Maria, Ramos, Marquinhos pour les principaux, j'en oublie sans doute. Erwin, est-ce que sur la composition de départ, donc ce 4-3-3, on va dire point de basse du Paris Saint-Germain, est-ce que tu étais confiant avant le match? Je n'étais absolument pas surpris. À partir du moment où tu alignes un milieu de terrain, où certes, excusez-moi, t'as Verratti qui est le seul joueur de ballon dans ton milieu avec un joueur comme Herrera et surtout Danilo, tu ne peux pas espérer grand-chose de la part de ce milieu de terrain-là, en fait. Tu ne peux pas espérer réellement, parce que si tu n'as qu'un seul joueur qui peut construire, c'est très problématique. Et encore plus quand tu es face à une équipe comme Nice qui est bien compacte défensivement et qui est surtout bien organisée et bien structurée. Et ça, on l'a clairement ressenti durant même les premières minutes, quoi. Et ensuite, quand tu vois après le rapport de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui ne semblaient pas concernés par le match, j'en en parlerai tout à l'heure, bah, ça donne en fait tous ces ingrédients-là qui font que, à mon sens, la défaite, enfin l'élimination, elle était plus que logique parce qu'au final, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui manquait d'envie. Bon, certes, il y a eu quelques occasions, mais rien réellement à se mettre sous la dent, à part les 5 dernières minutes. Et en fait, ça donne en fait un match complètement bouilli comme on voit depuis le début de la saison. Et c'est très inquiétant pour la suite et notamment dans 2 semaines avec l'échange qui arrive contre le Real Madrid. Mais justement, ces nombreux absents auraient pu profiter à des joueurs qui jouaient un peu moins. Et finalement, ça a été plutôt l'inverse. On a vu une équipe assez apathique qui finalement euh, était, on va dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui dépendait voilà, de l'influence de Verratti qui a été le seul à surnager dans cette équipe. Bah, le problème, c'est que tu avais certains joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps parce que soit il y a eu, par exemple, Draxler qui revenait à peine de blessure, donc forcément, le temps de se mettre en rythme, etc., c'est un peu compliqué. Bon, même si en soi, il ne fait pas une saison extraordinaire. Tu avais Messi, en fait, qui sortait justement du Covid et d'après son sélectionneur, il avait une forme de Covid assez forte par rapport à certains joueurs. Donc, c'était peut-être normal qu'il remette un peu de temps, etc., pour se remettre en place. Et après, tu avais d'autres joueurs aussi, je pense notamment aux joueurs qui étaient absents, certes comme les Di Maria, etc. Mais ça, le problème, c'est pour moi, c'est une fausse excuse. À partir du moment que ces joueurs-là ne sont pas présents, c'est à toi de montrer que tu peux avoir ta place dans cette équipe. Et le problème, c'est que les joueurs ne l'ont pas du tout montré. On avait senti une équipe du Paris Saint-Germain qui marchait littéralement sur le terrain, des transmissions complètement ratées à 2 mètres. Par exemple, moi, il y a une image, je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, mais celle-là, c'est celle qui me choque le plus. Je crois que c'est après la 30e minute, quand tu as Verratti Hmm. qui a le ballon, qui regarde et qui essaie de voir qui propose un mouvement, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Ils sont tous là en mode statique comme ça. Et c'est pour te dire à quel point c'est alarmant de voir ça. Mais malheureusement, c'est un truc qu'on voit depuis le début de la saison avec cette équipe de Pochettino. Alaric, je vais te poser une question, je pense connaître ta réponse, mais ça va être intéressant, je pense, Oh, de développer là-dessus. Bah oui, oui, je lis dans tes pensées. Est-ce que le PSG a perdu son match ou est-ce que Nice a gagné ce match? oula, tu me lances sur un sujet épineux. Tu sais que tout, bon, tu vas m'obliger à en parler Non, alors. non, non, À en non, parler. non, non, il faut aussi voilà, qu'on reste objectif tout en posant les arguments Moi, qui. je vais tourner la question différemment. Est-ce que si le PSG a perdu son... Parce que le PSG a perdu son match. Effectivement, le PSG a perdu son match. Le PSG n'a pas joué. Le PSG n'a pas été le PSG. Mais peut-être que si le PSG n'a pas été le PSG, et donc si le PSG a perdu son match, c'est parce qu'en face, et pour rebondir sur ce que disait Rabin, en face, il y avait une équipe qui en voulait beaucoup plus, qui était beaucoup plus disciplinée,
qui a proposé beaucoup plus de choses tactiquement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Erwin, avec un Verratti qui cherche des solutions et des joueurs qui sont statiques. Le nombre de fois où on a des joueurs qui, hop, par un petit mouvement de pied ou de jambe, venaient récupérer le ballon dos aux attaquants. Messi, le nombre de fois qu'il a été surpris de voir Kluivert dans son dos, de voir Thuram dans son dos, parce que c'est des joueurs qui étaient pas attentifs et qui jouaient de manière un peu presque automatique. Enfin, on pourrait dire par exemple un joueur comme Messi, il est capable de faire la différence tout seul. On l'a vu sur certaines prises de balles, on sent que bon, c'est compliqué, il faut se mettre à deux pour enlever le ballon. Mais depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et ça s'est encore plus vu, je trouve, euh, lundi soir, c'est pas un joueur qui a réussi à créer une seule différence. Et c'est bizarre de dire ça parce qu'on parle quand même probablement le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il n'a pas réussi à créer une seule différence. Mais je pense qu'il y a Il a, aussi, alors si je peux me permettre, Alric, il y a aussi le placement. Enfin, je veux dire, placer Messi sur un couloir droit à évidemment, 34, évidemment. 35 Non, ans, je veux dire, il a plus 19 ans, quoi. Tu t'attends à non, mais quoi? évidemment, mais là, on pourrait, peut-être que Erwin le fera, mais on pourrait remettre complètement le management de Pochettino totalement en cause, tous les choix, même ne serait-ce que prendre Messi au Paris Saint-Germain, c'est un choix plus que discutable, mais là, on pourrait en parler des heures. Donc, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à la majorité des médias nationaux français, l'OGC Nice a gagné son match et c'est pas que le Paris Saint-Germain qui a perdu, c'est pas que l'OGC Nice qui est une insulte au football, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui a refusé de jouer. Et ça, il faut être peut-être plus intelligent pour savoir l'admettre et c'est pas le cas de bon nombre de nos journalistes. Je sais pas ce qu'on pense vite, mais moi, ça me fait mal aux fesses d'entendre que mon équipe qui a gagné a été une insulte au football parce qu'elle a défendu bas, parce qu'elle a défendu. C'est Mais tu une, c'est une signature. On connaît le style de Galtier, c'est vous défendez bien, vous récupérez le ballon plus ou moins haut et vous vous projetez vers l'avant. C'est une identité, c'est la nouvelle identité de l'OGC Nice. Alors c'est clair que nous, lorsqu'on était sous Puel, lorsqu'on était sous Lucien Favre, on a été habitué à un jeu de possession, à un jeu un peu léché, à un jeu presque Joga Bonito. On a perdu ça, bon, parce qu'il y a eu Voldemort entre-temps qui a joué, qui a été que 3 ans, mais après on a eu Galtier, et depuis que Galtier est arrivé, forcément l'identité a changé, mais je pense pas que ça soit une insulte au football que d'avoir une équipe qui défend bien et qui surtout arrive à se projeter vers l'avant et à se créer des occasions. Parce qu'encore, si on défendait un peu comme une équipe qui joue le maintien, tu défends, tu envoies une praline vers l'avant à 60 mètres et puis tu refuses le jeu. On pourrait dire que c'est moche et que c'est une insulte au football. Je suis désolé, mais l'OGC Nice n'est pas ça depuis le début de la saison. Je suis désolé et je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que c'est uniquement Paris qui a perdu et l'OGC Nice qui a insulté le football. Mais le problème, c'est que c'est le truc des médias et c'est pas que forcément qu'en France, ça le fait même dans les autres grands pays. À partir du moment qu'un grand club perd contre un petit, on mettra toujours d'avance le grand club a perdu et pas le petit club a gagné, à part dans les éditions un peu régionales ou dans les éditions locales. Mais quand tu prends les presses en général nationales, on va plus axer sur le grand club que sur le petit club en fait. Et c'est peut-être pour ça malheureusement qu'on a surtout titré que Paris avait perdu, que Nice avait gagné. Alors, si je Alors peux. je ne dis pas que Nice est un grand Si, club, hein. Je ne dis si pas je- que Nice est un petit club, bah, mais c'est un peu l'impression que je peux donner en fait. En gros. tu me tends une perche, Erwin, par rapport à ça, parce que j'avais vu un tweet passer qui était très intéressant, je sais plus de quelle personne de la communauté OGC Nice. Justement, ce match-là, est-ce que, justement, on serait pas dans le passage, justement, du projet Ineos, c'est-à-dire beaucoup plus crédible vis-à-vis des autres clubs en France. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais euh, là, concrètement, on les a regardés droit dans les yeux. On peut dire qu'il y a eu de la suffisance de leur part, ok. En parlant du Paris Saint-Germain, on peut parler des absences. Mais sur deux confrontations qui ont duré 90 minutes, tu ne prends pas de but au Parc des Princes, tu défends bien, le plan tactique est cohérent, et sur ce match-là, parce que je suis désolé, il y a aussi une négligence tactique de la part du Paris Saint-Germain et de Pochettino, tu savais exactement que ça allait se passer comme ça. Tu savais exactement que le Paris Saint-Germain allait avoir le ballon et que il fallait justement
une idée, de l'inspiration, quelque chose pour briser les lignes, parce que ça allait être extrêmement compact. Pour moi, il y a eu un manque de préparation, et ça passe par aussi le choix des joueurs. On y reviendra peut-être un peu plus tard lorsqu'on parlera des performances individuelles. La question, Mathilde, c'est est-ce que ce match-là fait rentrer Nice dans une, je vais pas dire une nouvelle dimension, mais ouais, on franchit un cap. Voilà, on franchit un cap dans le projet, en termes de crédibilité seulement. Je pense pas que ce soit seulement ce match qui fait franchir un cap à l'OGC Nice. Après, c'est un enchaînement de matchs. Euh, je pense que le projet Ineos, c'est déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est déjà arrêter de nous considérer nous-mêmes comme un petit club et faire valoir ça dans tout le championnat. Après, voilà, c'est pas un match qui fait changer de dimension. En revanche, deux matchs déjà, les deux matchs au parc cette année, je trouve que par rapport à ce que demande Galtier, ce que proposent les joueurs, là on peut dire qu'il y a déjà une dimension de changer et de gagner par rapport à ce qui a pu être proposé les années précédentes. Et ne serait-ce que dans l'investissement des joueurs, dans la mentalité, Et une beaucoup. deuxième place au classement aussi. Une deuxième place au classement aussi, mais même sans parler de classement et de points, déjà dans la mentalité, déjà dans ce qui est demandé et ce qui est proposé à travers les matchs, sans parler de jeu non plus, parce que on peut en reparler, mais c'est pas toujours ça. Mais vraiment dans l'investissement, et on voit dans d'autres matchs comme ce qui a été fait à domicile face à Lyon, des matchs qui avant auraient été terminés et qui maintenant, l'OGC Nice a autre chose à montrer. Donc ça, je pense que c'est déjà changé de dimension, mais pas nécessairement le match d'avant-hier soir face au PSG. Je C'est un pense, tout. je pense que oui, tu as souligné, un thème important du changement de dimension, on va dire, du projet, c'est l'aspect mental. Parce que finalement, le talent, sur le papier, les joueurs l'ont. Mais lorsqu'il y a un chef de meute comme Galtier qui pousse ses joueurs constamment aux entraînements, je ne sais pas si Alric, tu as écouté un peu l'interview de Gouiri qu'il a donné, alors je sais plus Ouais. si Au CFC, au CFC, lorsqu'il dit il me crie dessus lorsque je rate une passe, mais c'est exactement ça qui manquait à Nice. C'est oui, exactement ça qui manquait à Nice. et souvenez-vous qu'il y a un match ou deux de ça, on gagne, bah, c'est contre Nantes, on gagne 2-1, on est content, on continue notre petite série de victoires en championnat. Et Galtier, il dit si je dois me satisfaire de ce que j'ai vu ce soir, il faut que je change de métier. Mm. Parce qu'on a Mais ouais, gagné, parce qu'on a gagné, mais on a mal joué, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que c'était insuffisant, et encore plus que ça. Nous, on est sur notre petit nuage, on dit ouais, c'est bien, on a battu le Paris Saint-Germain, on est en quart de finale, etc., etc. Oui, nous, on est super contents, parce que c'est super, c'est historique. Qu'est-ce qu'il a dit, Galtier? Il a dit c'était très bien, mais ça pourrait être encore mieux. Ça ouais. veut dire C'est qu'il ça n'est qui pas manquait. encore totalement satisfait. Donc ça, c'est une première chose. Et pour rebondir sur ce que disait Mathilde, ce n'est pas ce match qui fera changer l'OGC Nice de dimension, ce sont les résultats, les vrais résultats. Par exemple, tu gagnes un trophée, tu vas changer de dimension. Tu vas déjà rafraîchir ton palmarès, rafraîchir un peu ton histoire récente. Tu finis deuxième du championnat. Tu te qualifies pour la Ligue des Champions, première chose qui arrive, une première chose qui arrive depuis très très longtemps dans l'histoire du club. Là, tu prends une nouvelle dimension. Après, le plus dur, c'est pas d'arriver en haut, c'est de pouvoir y rester. Et c'est là où on verra si l'OGC Nice a vraiment changé de dimension. Moi, je n'ai cessé de le répéter les années précédentes sous Patrick Vieira, pour ne pas le citer. Euh, il fallait un vrai coach pour un vrai projet. Et on voit que ce projet a réellement démarré parce que on a un coach qui sait fédérer tous les joueurs. Je vais vous donner un exemple. Avant Tinissa, on a parlé ce matin, enfin, on a parlé hier soir dans son épisode, mais si vous l'avez écouté, mais sinon je vais vous le rappeler. On a signé Bilal Brahimi il y a 48 heures, Mm. Oui, c'est vrai. 72. Mm, mm, mm. Le mec, il est rentré, il a fait une rentrée plutôt intéressante. Mm. J'attends de voir pour confirmer un peu la vie que j'ai sur lui. Pendant la séance de penalty, on faisait beaucoup de plans sur les joueurs qui étaient au rang central et qui encourageaient. Bilal Brahimi,
On aurait dit que c'était un jeune formé au club. Oui, je me suis fait la même réflexion. Il Il était était à déchaîné. fond. Il était à fond. Quand Dante il a fait sa Panenka, il était à fond. Alors que le mec, il y a 48 heures, il n'était pas chez nous. Alors c'est pour dire qu'il y a une équipe qui se forme, il y a une équipe qui prend conscience de ses capacités, de ses facultés, de ce qu'elle est en train de créer, qui est quand même historique. Parce qu'on mine de rien, avec la défaite de Marseille hier soir, et on reste la meilleure défense du championnat. 18 buts encaissés en 22 matchs. C'est quand même pas n'importe quoi. On a une charnière centrale qui est inarrêtable, un gardien qui retrouve des couleurs, Marcin Bulka qui nous a montré qu'on pouvait compter sur lui. Et je trouve ça intéressant pour la suite. On a des joueurs offensifs qui sont monstrueux, même si on pourrait encore parler de Calvin Stengs, etc. Mais ça viendra pour lui. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Mais Justin Kluivert, Amin Gouiri, Casper Dolberg, tu rentres, tu fais sortir Dolberg, tu fais rentrer Delors. Enfin, c'est n'importe quoi. Les trois quarts de la Liga, ils adoreraient avoir l'effectif qu'on a. Et au milieu de terrain, regarde ce qui se passe. L'année dernière, Morgan Schneiderlin, je l'aurais brûlé en place publique tellement qu'il était mauvais. Le mec, il est en train de renaître. On est en train de retrouver un Morgan Schneiderlin cohérent par rapport au niveau qu'on souhaitait de lui. C'est incroyable ce qu'arrive à faire Galtier. Donc c'est ça le vrai changement au sein de l'OGC Nice. Mais la réalité, c'est que ce sont les résultats qui vont permettre d'écrire l'histoire. Mhm. Voilà. Non, mais Désolé si complètement. je parle beaucoup, mais Non, non, mais je te rejoins complètement par rapport à Brahimi. Je pense que c'est les éléments qui reflètent aussi une cohésion et un état d'esprit assez, assez fort. Voilà, il y a un état d'esprit dans cette équipe. Il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose. on est en Euh, train de le vivre. Au même titre qu'on vivait ça avec Lucien Favre lors de la saison 2016-2017, où on finit troisième, où c'était un peu la surprise parce qu'on se disait quand même c'est un peu fort. Là, on sent, parce qu'on a cette saison de référence de Lucien Favre, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et on en parlera peut-être en fin d'émission si on a le temps, mais moi j'ai une question pour vous, vous pourrez y réfléchir. Même Erwin, si tu te souviens de ces saisons-là, entre la saison de Christophe Galtier 21-22 et la saison Lucien Favre en 2007-2017, où je rappelle qu'on est quand même champion d'automne et on finit avec 78 points. Vraiment, avec 78 points, tu es champion de France. Tu n'es pas troisième. Qu'est-ce qui Pas avec le vous fait. PSG. Pas avec, pas avec le PSG Qatari, mais en tout cas pas avec ce Monaco-là, cette année-là, qui finit à presque 100 points. Moi, la question que je vous pose, et on y répondra peut-être en fin d'émission, c'est quoi qui vous fait le plus vibrer, le logiciel Nice de Lucien Favre ou le logiciel Nice de Galtier là actuellement? C'est une excellente question à laquelle nous répondrons plus tard. Alric, tu la gardes en tête parce que justement, ça rejoint un peu ce qu'on se disait un peu avant l'émission Erwin, c'est la sensibilité par rapport à nos représentations du football. Mais c'est du plaisir. C'est du plaisir. On avait besoin de retrouver une équipe qui en voulait, avec des valeurs propres à l'OGC Nice depuis. Et on s'y attache à cette équipe. Voilà, Putain, et Jean-Pierre puis. Foucault, Dante, tout ça, ça nous parle. Mais c'est surtout, c'est des valeurs qui ont fait renaître l'OGC Nice de ses cendres au début des années 2000, qui ont fait qu'ils sont remontés en Ligue 1. Enfin, je veux dire, il faut écouter aussi les joueurs. Lorsqu'ils venaient au Ré dans les débuts des années 2000, c'était quelque chose. C'était des chiens sur le terrain. Et là, on retrouve un peu quelque chose, voilà, propre à Avec l'identité. le foot en plus, avec l'aspect technique, tactique, avec la qualité en plus. Une qualité qui est bien présente, mais moins présente, footballistiquement parlant et techniquement parlant, qu'elle ne l'a été sur Favre. Mais là, on s'avance un peu, je pense. Euh, Par rapport, alors, j'avais envie d'aborder Marcin Bulka. Par rapport à sa performance, donc deuxième match en Coupe de France, il réalise une très belle rencontre. Déjà, comment vous l'avez trouvé? Mathilde, comment tu l'as trouvé avant sa séance de penalty dans le match de manière générale, Bulka? Euh, D'une manière générale, assez convaincant. Après, il me semble que j'ai quand même un peu. Il m'a fait une ou deux frayeurs au pied. De mémoire, je sais plus quel moment, mais une ou deux fois, je me suis dit, ouf, attention. Mais dans l'ensemble, convaincant. Ok, Rassurant même, je dirais. ok. Erwin, toi, tu gardes quel. Enfin,
même il a fait que 2 matchs aussi avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu en gardes un souvenir particulier de ce... Il savait même plus qu'il était Il à savait même Madrid. pas qu'il était prêté par le PSG. En fait, je ne savais même pas qu'il était prêt. Non, non, mais vraiment. Mais en fait, le seul dernier souvenir que j'ai, c'est le match contre Lens la saison dernière où il nous foire. Justement, Mathilde parlait de son jeu au pied. Je vous invite à revoir le but qu'on encaisse contre Lens la saison dernière sur son jeu au pied qui a été Ouais. complètement, je ne vais pas dire des gros mots, Il prend clairement. des risques. Voilà. Mais sinon, après, sur sa prestation, je l'ai trouvé vraiment plus que correct. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est devenu un classique qu'un ancien ou quelqu'un qui soit passé par chez nous fasse une prestation entre guillemets très bonne contre nous au Parc des Princes. On l'a vu avec El Coco, on l'a vu avec Coman en Ligue des Champions, etc. Donc c'est pas très nouveau en fait. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse entre guillemets le match de sa vie et force de constater qu'il a été plutôt rassurant dans ses appuis, dans le fait de capter le ballon. Je trouve qu'il a été très serein. Eh ben, Comme il il avait capte pas le ballon. à part deux, trois frayeurs, notamment en seconde période, notamment dans les 10 dernières minutes. Mais sinon, en dehors de ça, moi, je me rappelle, je crois que c'était la frappe de Messi, je crois, c'était juste avant la mi-temps, à la 42e ou 43e, où il la capte tranquillement, sans hésiter, alors qu'un gardien sur deux, la même frappe comme ça, il se la prend au fond, il la Et, prend directement et la au filet. reprise de volée en deuxième mi-temps, je crois que c'est Paredes En 25. en fin de En fin de match. match, Vraiment, la prise de balle. Enfin, après, on s'enflamme peut-être sur des petites actions, mais en tout cas, ça dégage une sérénité. Voilà, une justement, sérénité et une assurance. bah, c'est sérénité et surtout confiance en lui. Parce que tu parles de l'action de Paredes, moi, sincèrement, vu comment la balle partait, j'étais persuadé qu'elle rentrait en fait. Je me suis dit, ça, c'est sûr, c'était le but de Paris, délivrance, etc. Et au final, il la capte super bien. C'est même pas qu'il fait une parade, c'est qu'il la capte. Donc ça montre quand même qu'il est conscient de ses qualités, qu'il est conscient de pouvoir Mm. s'imposer. Et donc, du coup, je pense que c'est le fait qu'il soit dans un club justement comme Nice qui arrive à lui faire confiance, notamment dans les matchs de Coupe de France, bah, c'est peut-être ce gain de confiance qui lui a permis d'être performant comme il a été lundi face au Paris Saint-Germain. La question, je vais vous la poser. Est-ce que Boulka a un avenir à l'OGC Nice dans un poste de numéro 2 ou de numéro 1? Est-ce qu'il faut faire sauter la clause, quoi? Si je peux me permettre de commencer. Vas-y, Vas-y. Alric, je t'en prie. Euh, Déjà, 2 on millions. va dire, 2 millions la clause, hein. ouais, alors déjà pour un gardien, c'est un petit prix, hein, c'est pas rien. Pour un gardien de cet âge-là en plus. Après, pour revenir un petit peu sur sa performance, tu disais, oui, mais comment dire, les actions qu'il a eues, il les a bien gérées. Oui, mais quand tu regardes bien le match de lundi soir, est-ce que Paris a eu beaucoup d'occasions? Est-ce que Bulka a été amené à faire des grosses parades où on a senti qu'on était au bord de la rupture? Peut-être dans les 5 dernières minutes où on a eu beaucoup de frayeur, mais jamais vraiment de mise en danger. Non. Ensuite, moi, quelque chose pour rebondir sur ce que disait Herbin et que vous avez dit aussi, il a capté les ballons. Putain, Benitez, il capte pas les ballons, il les repousse. Mais Et comme ça, beaucoup de gardiens, ouais, comme beaucoup de gardiens, il a une grande effectivement, facilité à capter des ballons il capte les en ballons. une Et prise comme ça. pour un gardien qui joue pas énormément, qui n'a que 21 ans ou 22 ans, qui ne fait que 22. son deuxième match, eh ben moi je trouve c'est quand même une sacrée marque de confiance. Après, oui, effectivement, tu sors d'une séance de penalty où le mec il manque d'en arrêter, d'en sortir 3 ou 4. Tu te dis, ok, bon, on lève l'option, on prolonge la vie, merci, merci Marcine. Après, avec un petit peu de recul, tu te dis effectivement, en fonction de comment ça se passe, en fonction de comment se passe la suite du parcours de l'OGC Nice en Coupe de France, si le billet est bon, si le club va le plus loin possible, allez, on rêve, allez, va au bout, là, on pourra commencer à se poser des questions. Et après, ne soyons pas dupes, euh, Walter Benitez devrait normalement être dans cette dernière année de saison à l'OGC Nice. J'ai du mal à imaginer que Benitez soit encore l'année prochaine. Martin Bulka, il a l'air déjà d'être un très bon gars, humainement parlant. On voit dans tous les petits reportages que font les médias clubs, on sent que c'est un gars
qui est plutôt bien intégré. Il a des potes, Todibo, Dante, il s'entend bien avec tout le monde. Moi, je le trouve sur le terrain plutôt rassurant, que ce soit dans un match, dans un bourbier à Cholet, il n'a pas été plus mis en danger que ça. Face au Paris Saint-Germain, on aurait pu craindre, ça- mis à part un peu son jeu au pied, mais ce qui est aussi le cas de Walter Benitez, hein. Je l'ai trouvé plutôt rassurant. Non, je pense que on va attendre la fin du parcours en Coupe de France pour voir ce que ça donne, mais ce serait pas, on va dire, débile que de considérer, surtout à 2 millions, de se dire, OK, allez, on investit sur le long terme avec lui et on lui offre peut-être une place de numéro 1 l'année prochaine, voire de numéro 1 bis, Bah, si on, si on trouve une perle rare. tu vois, Bon, à 21, 22 ans, alors je sais pas exactement l'âge qu'il a, 2 millions 22. d'euros, 2 millions d'euros, je trouve que c'est pas super cher, hein. Ouais, mais le marché des gardiens, c'est un marché spécial. Genre, par exemple, 10 millions pour un gardien, c'est beaucoup. 2 millions, déjà, Ouais. tu te dis, c'est une petite somme. Tu n'as aucun jour de champ, tu l'achètes 2 millions. Enfin, je veux dire, aucun jour de champ de qualité, tu l'achètes 2 millions. Un gardien, 2, 3, 4, 5 millions, tu vois, ça commence à faire des sommes assez rondelettes. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'il faut prendre un peu de recul, essayer de ouais, prendre un peu de recul sur la performance, très bonne performance qu'il a faite, voir un petit peu jusqu'où on va en Coupe de France. Et de toute façon, c'est ce que fera le club. Il ne prendra pas de décision à la légère, surtout que théoriquement, on devrait recruter peut-être 2 gardiens l'an prochain. Faut pas oublier. Eh bien, tu vois, je pense que la dimension groupe, la dimension mentalité a une part hyper importante dans le club depuis l'arrivée de Galtier. Et comme tu l'as souligné, je pense que si il est OK pour être numéro 2. Alors ça m'étonnerait, vu son âge. Non. Après, peut-être que si on fait un bon parcours en Coupe de France, il revendiquera le droit d'être numéro 1. Je veux dire, si on ne prend pas de but, parce que pour l'instant, on n'a pas pris de but en Coupe de France. Si on finit la compétition sans prendre de but et qu'on la gagne, le gars sera peut-être en droit de dire, attendez, moi les gars, je vous ai amené jusqu'à la coupe, j'ai pas pris de but. Oui, après, il faut voir la physionomie des matchs. Et c'est pas 5 matchs de coupe Non, mais qui évidemment, revendiquent une mais place de 1 à la fin. il, Tranquille prend, quand il, même. prend, il prendra ce qu'on lui donnera. Mais ce que je veux dire, c'est que son parcours en Coupe de France va forcément éveiller peut-être en lui une envie de s'affirmer de plus, d'enchaîner plus les matchs. C'est ça que je veux dire. Ouais, Mm. je comprends, mais je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Enfin, il faut que lui garde les pieds sur terre. Après, il a l'air assez équilibré et tout, donc je me fais pas de soucis. Mais Il est intégré, il parle français. ouais, 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 ouais. Non, 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 ça a l'air de fonctionner bien en plus, hein, dans le groupe et tout. Mais en plus, je rejoins ce que tu dis, dans le sens où faut pas s'enflammer, mais c'est une piste potentielle. Après, je sais pas trop de qui parle là, ce que c'est les rumeurs sur les gardiens. Du coup, enfin, j'ai pas de référence, quoi. Mais je pense que un bon numéro 2 il le fait. À voir le reste. à voir qui est le numéro 1. Ouais. Parce que en fonction de qui est ton numéro. Par exemple, imaginons un truc improbable, mais vraiment improbable. Imagine que Lloris, il fait pas une bonne saison avec Antonio Conte là cette année et qu'il en a marre et qu'il rentre à la maison l'année prochaine. Il faut qu'on arrive à passer à autre chose, hein. Il faut vraiment Non, qu'on mais arrive à non, tourner la mais page, hein. je sais bien, non, non, mais je sais Ouais, bien. et surtout que ça va être un peu compliqué vu qu'il a prolongé récemment. Ouais, Exactement. non, mais je sais bien, mais vous Je savez donne aussi un bien que moi. exemple comme ça. Bah tiens, Hugo Lloris, par exemple. Si, admettons. Non, mais je prends volontairement cet exemple, quoi. C'est probablement trop tard pour Hugo Lloris et je ne lui en veux absolument pas. C'est un choix parfaitement Mm. légitime qu'il a fait de rester dans le club dans lequel il a fait la majorité de sa carrière, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, si tu as un gardien de ce niveau-là qui vient à l'OGC Nice, Marcin Bulka, il ne sera pas numéro 1. Si par exemple tu te poses la question, allez, on a trouvé peut-être une petite perle, mais il faut encore le former, tout machin, et que Marcin Bulka a apporté certaines garanties cette saison, oui, tu pourrais très bien commencer une saison avec Bulka en numéro 1. En fait, rien n'est fermé. Tout va Mhm. dépendre de ce qui se passe l'année prochaine, en fin de saison. Walter Benitez, c'est quasiment certain que c'est cette dernière année. C'est quasiment acté, même, je dirais. Oui, on verra bien en tout cas l'issue déjà de ce parcours en Coupe de France Si, qui. si Benitez il prolonge au cours de 3 saisons, je vais passer pour un con.
Je suis assez d'accord avec toi sur l'avenir de Benitez. Fin de contrat en 2023. J'ai du mal à le voir prolonger, hein, mais je vois Boulka continuer à Nice, mais pas dans un rôle de numéro un. Je pense que c'est risqué. C'est risqué. Il faut quelqu'un qui ait une assurance, peut-être un peu On en plus reparlera après d'expérience. la victoire 3-0 contre Marseille. L'enflammade est bien présente. Erwin, on a beaucoup parlé de Nice là. Moi j'ai envie qu'on parle du Paris Saint-Germain. Mm. Il a peut-être pas envie, lui, hein. Oh là là, non mais franchement, non, franchement, je- Je voulais passer une bonne soirée, tu veux me faire déprimer. Non mais attends, c'est donc cette équipe qui va jouer le Real Madrid dans 15 jours? On va passer pour des guignols, hein, la France, hein. Non, non, c'est cette équipe que je supporte depuis plus de 25 ans. C'est pour te dire à quel point ça fait mal. Non, mais ça te fait mal de me dire que dans même pas une dizaine de jours, on va affronter probablement la plus grande équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, sans aucune garantie, sans aucune. Sans aucun- en fait, on va arriver dans un match, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe-là du Paris Saint-Germain? Et le truc qui fait peur, c'est que, en fait, le Paris Saint-Germain, depuis la saison dernière, pratiquement, ça se résume à 4 joueurs. Le gardien, ça peut être Donnarumma ou Navas, ça va dépendre. Marquinhos, Verratti et Mbappé. Si ces quatre-là ne sont pas à leur forme contre le Real Madrid, on va se faire bouffer. Je vous l'annonce tout de suite. Encore une fois, quand ces quatre-là ne sont pas là, on a des problèmes. On l'a vu encore lundi lors du match de Coupe de France. On le voit en championnat aussi que quand Mbappé ne marque pas, c'est très compliqué. Quand Marquinhos n'est pas là défensivement, on galère énormément. Je pense que vous avez tous vu la prestation de Verratti lundi. Quand il n'est pas là au milieu de terrain, c'est autre chose. Donc, Ah, il était monstrueux. Il était Ah ouais, monstrueux. ouais. Moi, je l'ai dit, heureusement qu'il est là parce que sinon, il n'y aurait personne en fait en face. Mais moi, il y a eu même eu un moment dans le match, je pensais même que Verratti a failli marquer quand il fait son espèce d'enroulé Oui. qui est contré par, je crois, c'est Todibo qui la contre et qu'elle la sort en contre. Je me suis dit, mais maintenant, Verratti apprend à tirer, ce qu'il ne faisait quasiment jamais Il auparavant. a marqué 2 buts au match précédent en championnat, je crois, non? Ouais, ouais, il a marqué un doublé il y a pratiquement 2 semaines, donc maintenant, il commence à prendre conscience qu'il peut tirer. Donc déjà, ça me surprend, pour tout dire à quel point. Mais, euh, mais pour vous répondre, c'est que reste moi, c'est que je suis très inquiet pour le match. Mais le pire, c'est que je suis inquiet pour ce match-là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Paris va faire un truc complètement osé et ils vont trouver le moyen de s'imposer. Comme ils ont fait l'année dernière contre le Bayern. En mode, personne ne les attendait, mais sur un concours de circonstances, ils sont arrivés à s'imposer. Même si je pense que ce ne sera pas la même chose dans moins de 2 semaines contre le Real Madrid. Messi est capable de sortir le match de Sali, hein. Pas le match de Sali. Ah, en fait, j'ai envie de te dire, à partir du moment que tu n'es pas capable de marquer, tu n'as marqué qu'un seul but en France depuis ton arrivée, c'est compliqué. Ah, mais il a marqué en Ligue des Champions. Ouais, mais quand même, tu as fait 44 tirs en championnat pour un seul tir cadré, pour un seul but marqué. C'est vrai que alors, on va me dire qu'il y a le côté de l'âge, etc. Mais pour un joueur du standing de Messi, c'est beaucoup trop faible. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu auparavant, il y avait eu des tweets qui sortaient comme quoi disaient que oui, si Messi allait venir dans le championnat de France, Hmm. il marquerait 15 à 20 buts facilement la première partie de saison. Il n'en a marqué qu'un seul. Même Danilo, Kerrer et Verratti, qui ne tirent quasiment jamais, ont marqué plus de buts que lui cette année. C'est pour te dire à Après, quel point. il y a tellement de facteurs qui font ça. Ah non, Ouais. je suis désolé. Pour moi, le coup des facteurs, pour moi, c'est pas une excuse. Alors, ok, d'accord, il a mis plus de golden bar, etc. D'accord, pourquoi pas. Mais quand tu fais 44 tirs, c'est quand même le joueur qui a tenté le plus de tirs dans notre championnat cette saison et qui a le moins de réussite. Et on parle quand même de Lionel Messi. On parle pas de, sans vouloir manquer de respect, on parle pas de Nolan Roux ou quelqu'un comme ça. Donc c'est pour ça que ça peut paraître très surprenant et même très inquiétant pour la suite. Alors, Al- Est-ce que- Alex sur le chat nous demande, et pour le coup je le rejoins complètement, hein, est-ce que Lionel Messi est mis dans les meilleures dispositions au Paris Saint-Germain? Excuse-moi, non, Erwin, mais sur le flanc droit contre Nice, il a joué. Enfin, il peut plus jouer ce poste-là. Il peut plus le jouer ce poste-là. bah oui. Ben, et tu sais, c'est quoi le plus drôle? C'est qu'à chaque fois qu'il partait sur ce côté droit et qu'il prenait le ballon, Hmm. il repiquait Hmm. constamment dans l'axe. Mais sauf que l'entraîneur qui s'appelle Mauricio Pochettino
pas capable de s'en rendre compte. Alors que Messi, depuis le début de la saison, il ne fait que ça. On le voit très bien. Il y a eu des matchs contre Marseille, même contre Lyon, où il est constamment sur le côté droit. Dès qu'il reçoit le ballon, il repique immédiatement dans l'axe. Et c'est là, comme par hasard, qu'il est un peu plus efficace. On l'a vu que contre Nice même si ce n'était pas flamboyant, quand il repiquait dans l'axe, il y avait des choses qu'il essayait de montrer, des transmissions qu'il essayait de faire. Mais pourquoi on le met encore sur le côté droit en 2022? Allez demander ça à l'entraîneur qui s'appelle Mauricio Pochettino. Autant pourquoi pas, mais lorsque tu as un Hakimi derrière, quoi. Lorsque tu as un Hakimi qui peut te prendre tout le couloir droit, histoire que Messi soit plus dans l'axe. Mais là, Dagba, je suis désolé, hein, c'est pas suffisamment bon pour pouvoir occuper le poste de Hakimi. Et donc ça Non, mais force. tu vois la triplette de défenseurs là qu'ils avaient à Paris lundi, t'as envie de pleurer. Hein. Non, Kerrer, mais Kipembe, Dagba, Non, bah excuse-moi, mais attends, Kipembe, attends, arrête. Kipembe, c'est mais quand tu même un. plaisantes ou quoi? Mais tu plaisantes ou quoi? Je comprends même pas qu'ils soient encore sur le terrain, Kipembe à un moment donné. Il Non, fait, mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que tout à l'heure, tu parlais de Dagba. Parce que oui, ok, c'est pas forcément le latéral, etc. par rapport à Hakimi. Mais j'ai envie de te dire que même dans les matchs où Hakimi est présent, Messi ne lui fait même pas la passe. Il y a eu des matchs, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu, il me semble même un match contre Nice, le 0-0 au parc. Il y a eu des moments où Hakimi était seul sur le côté parce qu'il n'y avait pas de défenseur niçois qui le prenait. Messi utilisait constamment l'appel d'Hakimi pour repiquer dans l'axe. Alors, ok, c'est un choix, mais quand mais ça, c'est clairement un signe de boycott. On le voit que ce soit avec Messi, que ce soit avec Di Maria, ils n'utilisent même pas leurs latéraux pour jouer avec. Donc à partir du moment que tu ne fais pas ça, ne t'attends pas à recevoir la passe de quelqu'un. Et je pense que ça a été le problème de Dagba, c'est que Dagba ne voulait pas se projeter à l'avant parce qu'il savait très bien que Messi ne lui ferait pas la passe, même s'il était démarqué dans le match. Je pense qu'il y a un problème de liant à Paris, hein, de toute façon. Outre le problème tactique lié au coach, il y a un problème de liant. Et je pense que c'est le fruit de trop se reposer sur les stars, les quatre joueurs notamment cités précédemment. Et il y a un truc qui manque dans la finalité. Voilà, de délaisser des joueurs comme Hakimi qui font des appels, qui dédoublent et tout. C'est c'est un problème de mentalité avant tout, je pense. Hein. Bah, c'est Il y a un surtout truc ça. qui se fait pas. Et le problème, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu n'as qu'un seul joueur créateur au milieu de terrain, c'est très compliqué. Parce que tu ne vas pas demander à du Danilo, à Herrera ou à quelqu'un d'autre de faire du jeu. Et comme en plus, Verratti, c'est probablement le joueur qui se blesse le plus au Paris Saint-Germain. Donc, au niveau de la régularité physique, tu ne l'as pas. Donc, c'est un peu compliqué de voir faire quelque chose. Et si tu ne crées pas de lien à partir du milieu de terrain, je vois pas comment tu peux tenter d'organiser ton attaque derrière. Et donc, du coup, à la fin, c'est ce qui explique pourquoi on a des prestations de plus en plus ternes avec le PSG. Et du coup, c'est très compliqué pour la suite. Moi, j'aimerais te poser une question, Erwin. On parle beaucoup du PSG version Laurent Blanc comme étant l'une des meilleures versions du PSG QSI. Oui. On parlait du jeu. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'il y en a aussi qui parlent aussi de la cohérence dans les joueurs qui étaient présents sur le terrain. toi, Est-ce que t'as vu le tweet d'Alex Castro, non? Alors non, non, Parce pas qu'Alex forcément. Castro a justement eu Alors non. ce, ce Alors tweet-là. j'ai vu un tweet, mais je pense pas que ce soit celui de d'Alex. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était quoi justement la question par rapport au PSG de Laurent Blanc? Euh, quel avis tu portes sur le PSG de Laurent Blanc? Est-ce que pour toi c'était cette meilleure version du PSG QSI ou pas? Bah, je pense sans aucune hésitation, oui, dans le sens où il y avait pas, c'était pas que le côté des stars, mais c'était en fait le côté des joueurs qui répondaient sur le terrain en fonction du poste qui était présent. Par exemple, avec Laurent Blanc, tu avais le milieu parfait, à savoir Verratti, Matuidi et Mota, qui était une triplette qui se comprenait parfaitement et qui savait pertinemment ce qu'elle devait faire sur un milieu de terrain ou quoi que ce soit.
De l'autre côté, tu avais aussi des très bons joueurs en défense, notamment un latéral gauche comme Maxwell qui a quasiment jamais été remplacé. On en parle très très peu, mais c'est à mon sens le meilleur latéral gauche qu'on ait eu au Paris Saint-Germain, pas seulement que sur QSI, mais dans l'histoire même quasiment. Tu avais aussi une très bonne charnière centrale avec David Luiz et Thiago Silva. Et au pire des cas, tu avais le backup avec Marquinhos qui pouvait compenser. Le seul problème en fait de ce PSG-là, c'est qu'ils n'avaient pas le gardien. Parce que franchement, entre Trapp et Sirigu, c'était un peu compliqué. Et en soi, l'attaque, elle était très bonne avec Ibrahimovic, Di Maria, Cavani, etc. Donc la différence, c'est que tu avais des joueurs cadres, notamment qui répondaient présents, mais qui répondaient à la fois présents sur le terrain et dans le vestiaire. Et quand tu regardes aujourd'hui au PSG, tu n'as pas réellement cette force du vestiaire. Le joueur qui pourrait représenter cette force de vestiaire, ça serait Sergio Ramos, mais il est constamment blessé. Donc ça ne peut pas forcément être lui que tu peux compter sur un vrai patron. Par exemple, vous à Nice, vous avez Dante qui est clairement le patron, que ce soit sur le terrain et même dans le vestiaire, je pense aussi. On voit clairement que c'est lui qui impose auprès de ses partenaires et qui permet de motiver tout un groupe. Au PSG, malheureusement, tu ne l'as pas. Et c'est peut-être ça qui fait en fait la différence par rapport au PSG de Laurent Blanc. C'est que tu n'as pas quelqu'un qui à la fois est performant sur le terrain, mais qui peut être aussi cette gueule qu'on a besoin d'avoir dans un vestiaire. Et du coup, tu penses quoi du PSG de Thomas Tuchel pour qui, du coup, je pense que ma préférence va plutôt vers lui. Le PSG de Thomas Tuchel, oui, c'est un PSG vraiment au niveau tactique. Je pense que c'était le plus intéressant dans le sens où même Thomas Tuchel, il avait ce truc, c'est de prendre la Ligue 1 comme étant un laboratoire. C'est-à-dire qu'il tentait des choses, même si des fois c'était pas incroyable, mais tu voyais qu'il essayait d'avoir plusieurs schémas tactiques. Parfois on joue en 4-2-3, hein, parfois on joue en 4-4-2, parfois on joue en 4-3-3. Mais il essayait de voir en fait la bonne formule qui peut fonctionner avec ce Paris Saint-Germain. Ce qui n'est pas le cas malheureusement avec Pochettino. Mais c'est surtout celui qui a eu les meilleurs résultats dans l'RQSI moderne. Bah, meilleur résultat, parce que si on compte évidemment la finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, ça oui, on peut dire que c'est le meilleur résultat. On va dire que c'est ça le plus important pour l'RQSI, parce que gagner la Ligue 1 ou la Coupe de France, bon, ça va 5 minutes, mais vous le faites tous les ans, quoi. Et la Coupe de la Ligue. Ouais, Bah, aussi. surtout la Coupe de la Ligue. Non, mais après, je pense que c'est vrai que ça a été le succès majeur, c'était vraiment d'atteindre cette finale de Ligue des Champions, parce que, on va pas se mentir, cette année-là, même s'il y a eu le contexte Covid, etc., et le fan and hate, je suis pas sûr que beaucoup de personnes misaient sur une finale du Paris Saint-Germain, à part quand tu voyais le tirage. Mais en soi, je trouve que moi le PSG qui m'a le plus fait plaisir, en fait, c'est le PSG d'Ancelotti. Parce que c'était vraiment l'équipe cohérente, à la fois sur le papier, mais qui n'avait pas peur de ses adversaires. On l'a vu contre le Barça, quand ils avaient joué contre le Barça, ils sont sortis au bout de 2 matchs nuls, mais ils avaient regardé le Barça droit dans les yeux pour dire on n'a pas peur de vous. Ouais, Donc, et puis le gros Barça, du coup, pas le Barça de voilà, maintenant. à ce moment-là, c'était encore bon, même s'ils étaient séparés de Guardiola, mais c'était le Barça encore, il y avait encore du Guardiola, il y avait un peu des principes de Guardiola, tu avais encore Messi qui était encore très bon, tu avais encore du Xavi, du Iniesta, etc., etc. Donc c'était pas rien. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, on ne retrouve plus ça, on ne retrouve plus ce côté vraiment à peser dans un vestiaire, à taper comme il faut. Au contraire, on a Leonardo et Pochettino qui ne font que se disputer et à la fin, ils commencent à me casser l'épée les deux. Et j'espère vraiment qu'ils vont se barrer à la fin de la saison, voire même tout de suite. Le problème, en fait, à Paris, le plus gros problème, il est surtout en interne, hein. On pourrait parler de l'équipe des heures, des coachs des heures, mais si tu prends pas le problème à la racine, qui, sans dire de bêtises, tu me dis si je me trompe, mais je pense que le problème à la racine, il vient quand même de Leonardo. Totalement, mais j'aurais juste vous poser une question. Alors peut-être parce que c'est le côté des médias qui en parle énormément. Trouvez-moi un club en France actuellement qui fait plus parler sur son côté interne que sur le côté football. À part Marseille. Bah À part non, même Marseille. pas, parce que Non, 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 mais depuis l'arrivée de Longoria, Marseille, ça, ils ont un peu redoré le ouais, blason. non, bien sûr, toutes les semaines, on parle de Paris Saint-Germain, Et c'est ça, c'est qu'en fait, Ouais. presque chaque semaine, on ne parle que de ça. Alors, je peux comprendre quand les supporters des autres équipes peuvent dire que oui, c'est bon, on est énervé de toujours parler du Paris Saint-Germain, mais le problème, c'est qu'il se passe tellement de trucs toutes les semaines. Et c'est le club de la capitale, qu'on ne veuille ou pas, ça doit être représentatif, ça doit Et, être la tête de gondole du football français, hein. et donc, pour revenir là-dessus, c'est pour ça que, en fait, tous ces côtés-là créent justement des problèmes au sein de la direction et au sein du Paris Saint-Germain. Et à la fin, ça se répète un petit peu par les résultats.
notamment pour que ça soit pour la Coupe de France, le championnat et éventuellement la Ligue des Champions dans 2 semaines contre le Real. Ouais. On suivra attentivement justement J'avais une cette... question qui aurait pu enflammer ton live, mais je me suis retenu de la poser parce qu'on en parlera encore jusqu'à le matin. Vas-y, Alric. Je peux le dire. Hein. Allez, Non, Alric. c'est une question sur Messi. En fait, pour moi, entre Messi et Ronaldo, moi j'ai ma préférence qui ne va pas à Messi. Mais surtout, moi, je me pose la question, est-ce que sorti du Barça, Lionel Messi finalement ne révèle pas une difficulté d'adaptation, tout simplement? Bah, je Une pense que qui n'est absolument pas bonne, quoi. je pense que c'est clair. Il faut pas oublier que alors, il y a des trucs qu'il faut pas oublier par rapport à Messi. Je dis pas forcément ça pour le défendre, mais Messi c'est son premier transfert à 34 ans. Il C'est n'avait exactement ça. il n'avait jamais connu le changer de pays, changer de club, changer de culture, etc. Donc, forcément, tout ça, c'est nouveau pour lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à s'intégrer. Si tu es dans un comparatif avec Cristiano Ronaldo, il est déjà passé par le Sporting, par Manchester, par le Real et par la Juve. Il a fonctionné partout, hein. Il connaît déjà comment s'adapter assez rapidement à un championnat. Messi ne l'a jamais fait. Donc, il ne sait pas comment ça se passe, il ne sait pas comment le faire. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il a plus de Puis difficultés je pense qu'il à a monter. été, ça a été un transfert contraint. En plus, je pense Ouais, aussi. il y a un peu de ça aussi, parce qu'on on le voit clairement que Messi ne voulait clairement pas partir. Malheureusement, le Barça ne pouvait pas le prolonger, donc ça s'est fait comme ça. Alors, pour moi, ce transfert, c'est plus un transfert par défaut. C'est parce que Messi, malheureusement, n'avait pas le choix, je pense. Parce qu'il ne pouvait pas se retrouver sans club. Parce qu'aujourd'hui, le seul club qui pourrait assumer, entre guillemets, son salaire, c'était le Paris Saint-Germain. Donc, c'était pour ça, en fait, City. qu'il était le problème, c'est que City avait déjà recruté Grealish, donc il ne pouvait pas recruter un autre joueur plus à son. Parce que, surtout que Grealish joue à peu près au même poste de Messi, donc ça aurait été compliqué d'avoir un transfert. Il Alors, y avait eu une histoire de négociation déjà commencée, un peu plus ou moins, et des oui, saisons. ça avait commencé dès le mois de janvier 2021, je crois, ouais, quasiment. Au moment où on parlait déjà de C'est ça. prolongation de contrat et de fin Donc, de contrat. en fait, il y avait eu, je crois que Messi avait été plus ou moins réticent en fait d'aller en Angleterre. Enfin, c'était. C'est ça, exactement. Donc, mais après, pour le cas Messi, malheureusement, c'est que comme en fait, il n'arrive pas à s'adapter, et lui-même, il avait dit dans une interview, il disait que la Ligue 1 était beaucoup plus dure physiquement que la Liga. Parce que quand Ah, tu vois ouais, un Real, quand tu joues contre des clubs physiques, forcément, c'est beaucoup plus difficile. franchement, je suis désolé, quand tu vois par exemple, Dante qui clairement laisse beaucoup moins d'espace à Messi pour frapper ou quoi que ce soit que quand il jouait contre un piètre défenseur espagnol qui lui laissait 3 mètres d'ouverture pour qu'il fasse son enroulé et qu'il la mette au fond, c'est complètement différent. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il a en fait vraiment du mal à s'adapter et qu'il a du mal aussi à supporter en fait son transfert parce que je pense aussi réellement qu'il a du mal à s'acclimater à Paris. D'ailleurs, juste pour finir 30 secondes, tant que après je te redonne la manette. Par rapport à ce que tu disais, l'impact physique, et c'est aussi ce que j'ai noté dans ce match contre Paris, dès le début du match, on a Todibo, il met directement les pendules à l'heure, notamment sur Icardi. Heureusement, il fait plus ou moins faute, mais premier contact qu'il a avec Icardi, il lui met un sacré tampon. Bon, il lui retombe un peu sur le mollet suite au choc, mais on a vu aussi qu'il y avait la volonté de mettre de l'impact physique côté OGC Nice, et je me souviens aussi de cette action où Messi essaie de partir un peu dans ses dribbles qu'on lui connaît, et il prend un stop monstrueux de Dante, où tu te dis, ok, là, ce soir, il n'y a personne qui passe, quoi, parce que les mecs, ils mettent des coups, ils mettent les épaules, et surtout de manière intelligente, sans faire faute obligatoirement, même si en seconde mi-temps, l'arbitrage est parti totalement en live, où c'était une faute, un carton. J'ai absolument pas compris ce qui se passait. Mais non, je trouvais que dans l'impact physique, Paris a été en difficulté aussi. De toute façon, c'est le problème de Paris. Chaque fois que. En fait, Paris, c'est très simple pour les battre. C'est vraiment très, très simple. Vous mettez juste parce qu'en fait, vous mettez juste l'impact physique sur eux et c'est terminé. Parce que en fait, Paris est une équipe qui déteste recevoir des coups. Et donc, quand ils commencent à recevoir des coups, les joueurs commencent à devenir nerveux, commencent à perdre toute lucidité possible et commencent à faire des fautes assez bêtes pour prendre des cartons, etc.
et à la fin, ils sortent complètement de leur match. Vous faites ça, vous respectez ce schéma-là, vous êtes sûr de gagner le match contre Paris. C'est très simple. J'espère qu'il n'y avait pas d'entraîneur adverse qui a écouté le live. Parce que... Non, mais il faut être honnête. Sans compter que nous, on a des joueurs, pour le coup, qui sont... Vas-y. Non, vas-y, tu peux continuer. Ok. Je rebondissais sur ce qu'il disait Alric. On a des joueurs, je trouve, particulièrement cette saison, qui sont portés sur l'impact physique. Sans dire t'es mieux, on a quand même des gabarits qui aiment bien Il n'y a qu'à voir en défense centrale au milieu de terrain entre Rosario, Lemina, Schneiderlin, même Kluivert, Dante, plus haut de Todibo, 100 Kluivert, mètres 60. c'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est impressionnant. C'est bien aussi, ça manquait aussi. Ouais, ça nous manquait depuis longtemps. Oui, Ouais, ça complètement. manquait depuis Voldemort, je sais ce que tu allais dire, je suppose. Ça manquait depuis Voldemort, c'est ça? Ah oui, depuis Voldemort, ouais. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah bah non, parce que sinon, on s'énerve. L'impact physique, effectivement, Todibo, j'avais vu un tweet de Cédric que j'ai trouvé extrêmement juste. C'est le dosage. Alors, Rocancourt. Rocancourt, oui, pas Bada. Qui, justement, le dosage de l'intensité dans les interventions de Todibo. C'est quelque chose qui, effectivement, que tu le vois sur le match, où il a un timing, un placement et un timing parfait, mais surtout, quand il est dans la surface de réparation, c'est tout le temps bien dosé. Le pied, le coup d'épaule, enfin, je trouve que vraiment, il nous cesse de nous impressionner hein, avec Dante. Ils ont été encore une fois impressionnants, Alric, sur ce match-là. Et Mais on notamment... pourra en parler toutes les semaines. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est que chaque semaine on se dit, putain, mais ils ont été incroyables. Là, les 5-6 minutes qui ont été un peu chaudes en fin de match, putain, Todibo, il a été souverain. Vraiment, on a une charnière, incroyable. Je sais pas si on a eu une charnière d'un niveau aussi fort. Mais il paraît que Saliba est meilleur, hein, d'après d'autres supporters. Pardon. Oui. Allez, on va se remettre du coup tout de suite le but de Moussa Dembélé sous vos yeux ébahis. Il lui a aspiré son âme. Honnêtement, Todibo est impressionnant. Après, comme j'ai dit, et je le répète encore, ça fait de moi peut-être un peu un rabat-joie, mais Todibo sans Dante, c'est pas pareil que Todibo avec Dante. C'est sa marge de progression. Et Dante l'a très bien dit dans son interview dans Amazon Prime, dans Dimanche c'est foot, je sais pas quoi. Il disait, moi je sais comment lui parler, dès le matin je le vois à l'entraînement, je sais comment aborder les choses avec lui, je sais comment lui parler, je sais comment le canaliser, parce que c'est un peu un foufou, il est tout jeune Todibo. Et ce que j'attends de voir, et c'est exactement ce que tu disais Poncho, c'est sa marge de progression, il est amené à devenir un leader, c'est l'avenir, hein, en défense à l'OGC Nice, il est amené à devenir un leader. Il faut qu'il gagne en assurance, il faut qu'il gagne en confiance encore plus en lui, parce que dès qu'il n'y a pas de Dante, on l'a vu avec Todibo, malheureusement c'était contre Strasbourg, on a pris le bouillon, absolument le bouillon. Et on sait que Dante, il ne sera pas éternel, même si on souhaite tous qu'il fasse une dernière saison pour passer le cap des 200 matchs sous le maillot niçois, ce serait fantastique. Mais Dante, il est sur la fin de sa carrière et Todibo, lui, il la démarre. Hein. Donc il faut vraiment qu'il arrive à passer ce cap mental pour que ça devienne un patron à part entière. Alors que là, c'est un patron, mais qui est chapeauté par Dante. En fait, il est jeune. Tu sens qu'il est jeune. Pourtant, il a une expérience. Enfin, il montre une certaine sérénité qui est digne d'un grand défenseur. Alors, il a de l'expérience par rapport à son parcours, par rapport au fait d'avoir joué à Barcelone, mais en termes de matchs joués, avant qu'il arrive à Nice, ah non, mais oui, bon. Il n'a pas joué énormément. En fait, pour moi, il a encore cette marge de progression parce que tu sens qu'il est jeune, tu sens qu'il est très fort, il a des capacités énormes, mais il a encore cette folie de la jeunesse hein, qui
qui est totalement compréhensible, qui doit arriver à canaliser. Voilà. Ouais. Et Euh, pourtant, je sais pas si tu as remarqué, mais il fait moins de percées mal au pied, moins de roulettes, moins de choses comme ça. Alors qu'à son arrivée, c'est la vrai. saison dernière, il nous a fait faire de l'huile, hein, un petit peu quand même. Alors que là, avec Dante, on a l'impression déjà qu'ils ont joué ensemble depuis 10 ans, alors qu'ils ne jouent ensemble que depuis cette saison. Et que il s'est calmé, il s'est assagi, il est d'une efficacité en défense incroyable et il comble en plus, c'est ça, c'est qu'il est très complémentaire avec Dante, c'est qu'il comble le déficit, on va dire, de vitesse, d'explosivité de Dante. Lui, par exemple, a plus une séance du placement. Il compense ses difficultés en physique, on va dire, et en vitesse par une séance du placement. C'est du petit lait, cette défense. Ouais, Bon, je pense que depuis notre remontée en Ligue 1, on n'a pas eu une charnière autant puissante et autant performante. Ouais, peut-être la charnière Cédric Kanté, Vincent Aignan, mais j'en doute fortement. Il faut qu'on parle d'un joueur. Il faut qu'on parle d'un joueur. ah, c'était pas une vanne en fait, Cédric Kanté pas sans Lyon. Si, si, c'était une C'est- vanne quand même. Ah ouais, parce que José Cobos, Pancho, Bardonado, je comprends, mais Arrête! Ne me parle pas de Abardonado. Ne me parle pas d'Abardonado. Non, mais oui, non, mais ça, c'est le cœur. Mais objectivement, bon, voilà, ça respirait un peu moins le football, quoi. Enfin, ah oui, non, c'était la guerre, ça quoi. ça C'était la guerre. respirait C'était ça la guerre. respirait la boucherie. Hein, On a parlé de Todibo Dante. J'ai envie qu'on parle de Kefren Turam. J'ai envie qu'on parle de Kefren Turam. on va laisser Euh, Mathilde commencer, je pense que. Mathilde, Thuram, c'est quand même fou, hein. C'est un joueur qui a été au placard pendant plusieurs semaines, qui progressivement, après sa prolongation, est rentré, a été performant, qui a profité du départ de Lemina à la CAN, qui la profite de la blessure de Rosario, et qui finalement, aujourd'hui, on se pose la question, et c'est les copains d'Avantinissa qui la posent justement, c'est est-ce qu'il ne devrait pas être titulaire à l'OGC Nice, quoi? Parce que le match qu'il nous a fait lundi soir, alors j'ai pas compris pourquoi il a été sorti assez tôt dans le match, alors de mémoire aux alentours de la 70e, 75e. Ouais, la Tu joues 60e. Clermont dimanche. Tu as besoin de son impact face à Clermont qui sera un bloc bas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est juste la C'est rotation. de la gestion. Hein. Mais vas-y, Mathilde, excuse-moi. Oui, non, non, moi je pense que euh, bon, déjà j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment, vraiment, j'adore. Déjà parce qu'il est très très impressionnant dans le sens où voilà, il a traversé des périodes où avant de prolonger, même après, où il jouait pas peu. Et je le trouve très impressionnant dans sa manière de grappiller voilà, ces petits moments de jeu et de montrer vraiment quelque chose de pertinent, ce qui n'est pas facile, je pense, quand tu as la pression voilà, de devoir te montrer comme ça, de t'imposer. Donc vraiment, je le trouve très impressionnant là-dedans. Et puis après, déjà, enfin, ses performances, hein, tout bêtement, ce qu'il fait, c'est techniquement, ce qu'il apporte, le jeu vers l'avant et tout. Enfin, je le trouve vraiment de A à Z remarquable. Et pour répondre à la question, pour moi, je pense qu'il doit être titulaire, ouais. Pour le moment, après, voilà, c'est jamais figé, hein, mais dans la forme actuelle, je pense qu'il doit avoir sa place dans le 11 dès le départ, ouais. Mais c'est surtout ce que j'ai trouvé super intéressant et là c'est un choix qui, enfin il faut aussi féliciter Galtier. Tu savais que tu allais avoir ces ballons de relance, ces contre-attaques, parce que les efforts de Paris, disons qu'en termes de replacement, ont été quelque peu douteux, Erwin, hein. Tu m'enlèveras. Tu Ah, ça, m'enlèveras. je pense que ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, il y avait des espaces. En première mi-temps, surtout, il y a eu des ballons de relance. Alors, je crois qu'il y a ton chat qui désire un câlin, Alric, hein, voilà. Il veut prendre la parole, il a demandé un petit mot. Un commentaire peut-être en Oh, bord terrain. est-ce que tu veux un commentaire pour terrain? Vas-y. Non, mais Thuram, voilà, j'en ai perdu le fil. Je l'ai trouvé voilà, très intéressant. Euh, bon, techniquement, c'est soyeux, c'est propre. Physiquement, il s'est un peu épaissi. Il va un peu plus au charbon. Euh, et voilà, dans cette projection vers l'avant, son but contre Nantes,
Il a fait beaucoup de bien. Après, il y a eu des petits gestes techniques aussi délicieux. Vraiment, Thuram, sur ce match, assez impressionnant. Et ravi de pouvoir avoir ce type de milieu de terrain en fait dans notre panoplie. Parce qu'on a des joueurs rugueux, on a des Limina, on a des Rosario, on a des Schneiderlin, mais on n'a pas cette dimension technique et cette prise d'espace que peut avoir Thuram. Et gros cœur sur Thuram, parce qu'en plus de ça, lorsqu'il est arrivé à Nice, je crois qu'il l'a depuis 2 ans, 2 ans et demi, euh, environ, ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple, on s'en rappelle, hein, Alric, hein, sous Vieira. Euh, les supporters l'ont pris quand même en grippe, donc ça fait plaisir. Ça fait juste plaisir de voir que certes, c'est pas un gamin du club, c'est un gamin qu'on a récupéré en préformation, mais qu'on a su développer chez nous, quoi. Complètement. Grâce à Urser, grâce à Urser, il faut aussi le dire. Euh, ouais, grâce à Ursa, et puis je pense aussi un petit peu de Vieira, hein, parce que j'appelle Voldemort, mais il a aussi un peu sa part de responsabilité là-dedans. Je pense que Patrick Vieira, c'était quand même un joueur enfin, c'était le même poste, Patrick Vieira, auquel évolue Kefren Thuram avec toute la panoplie de techniques qu'il nous montre. Il faut se remettre un peu dans le contexte. En fait, on récupère un jeune de l'AS Monaco, il s'appelle Thuram, on se dit, waouh, ça y est, il va être titulaire au l'OGC Nice parce que Patrick Vieira, c'est son parrain, et en fait, Thuram, ça va être du piston. Et puis au final, on s'aperçoit que le petit Thuram, il grappille quelques minutes par-ci par-là, et on se dit, tiens, c'est pas dégueu ce qu'il fait. C'est pas dégueu. Et puis il évolue. On fait la saison que vous connaissez la saison dernière où bah, il montre des choses intéressantes, et malgré tout, il est un peu en dilettante parce que l'équipe est très jeune, parce que lui est très jeune, il avait quoi, 19 ans, et malgré tout, Il on est sait tendre, très tendre. prétendre, ouais, effectivement. On sait que les jeunes joueurs, c'est sur courant alternatif. Il y a des matchs, ils vont être au top niveau, il y a des matchs, ils n'ont pas envie. Et Patrick Vieira, ça, il n'a pas su le gérer, et puis on se retrouve avec un Kefren Thuram en fin de cycle, enfin en fin de cycle, en fin de contrat, et on se dit merde, est-ce qu'il va partir? Parce que tu avais ceux qui ne voulaient pas le revoir parce que bah, c'est une quiche, il faut qu'il parte. Et puis tu as ceux qui se disent ouais, mais s'il part, il va nous manquer un profil de milieu de terrain. Et bon, malgré tout, bah, il a un nom qui est fort en symbolique. Il s'appelle Thuram et il a un père qui s'appelle Lilian Thuram. Et Lilian Thuram, il lui dit tu sais, le club qui t'a donné ta chance en première division, il ne faut pas partir libre. C'est un manque de respect. Il faut que tu prolonges, il faut que tu les remercies en prolongeant ton contrat parce que c'est eux qui t'ont donné l'opportunité d'être professionnel. Donc il a prolongé son contrat et puis là, il est en train d'exploser aux yeux pas de tout le monde parce que nous, on savait qu'il avait du potentiel. Mais peut-être aux yeux de la Ligue 1, on se rend compte que ouais, c'est un sacré joueur. Et moi, ce que je trouve fantastique avec lui, c'est qu'il a une putain d'élégance par le pied. Ah ouais, c'est. C'est. Je veux dire, Ander C'est Herrera, délicat. il est sorti à la mi-temps parce qu'il a perdu son âme. Je savais même pas quand derrière était titulaire pour te dire à quel point. Ah, mais il lui a fait un petit pont. Il lui a fait un petit pont. C'est sur Mais Herrera qui fait un petit pont? ouais, Ouais, c'est Il sûr. sort, mais sur une blessure d'ego. C'est sur Herrera et il est sorti exactement. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu. C'est certainement pas ça la raison, mais Non, il est je sorti, pense le mec, pas. il a dû se dire ouais, j'ai pris le petit pont de ma life quand même. Et Thuram, il a cette capacité box-to-box. Il récupère le ballon, il se projette vers l'avant, mais il n'a pas peur. Et en plus, le truc, c'est qu'en ce moment, il marque des buts. Donc il ajoute cette corde à Ouais. son arc. Et par contre, on sait très bien qu'il y a une grosse marge de progression parce qu'on sait que Thuram n'est pas un numéro 6 ratisseur de ballon. Ça, on a mis du temps à s'en rendre compte, mais maintenant, c'est clair et net. C'est plutôt un 8, presque 10 parfois. Il aime porter le ballon, il aime se projeter vers l'avant et il ne peut être au top niveau que si, à côté de lui, il a un mec qui est prêt à se sacrifier. Typiquement, c'est Mario Lemina, c'est Pablo Rosario. Et là, c'était Morgan Schneiderlin. Si à côté de lui, il a un mec qui est prêt à faire presque les efforts pour deux, parce que Thuram, il fera les retours défensifs, mais pas trop quand même, il est monstrueux parce qu'il va se projeter vers l'avant, il va accompagner Guéry, il va accompagner Kluivert, il va accompagner nos flèches, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, il commence à marquer des buts. Donc, c'est un danger en plus pour les défenseurs qui se disent déjà, putain, il y a Kasper Dolberg, il y a Guiri, il y a Kluivert et maintenant il y a Thuram.
Donc non, c'est un pur bonheur. Et puis il a fait 60 minutes de très très haut niveau. Après, peut-être qu'il s'est un tout petit peu plus éteint en Mhm. seconde mi-temps, mais c'est normal. Malgré tout, ça impose une certaine dépense d'énergie d'avoir fait le match qu'on a fait. Et peut-être que dans la gestion, Galtier s'est dit, attends, dimanche, on joue contre Clermont. On a l'opportunité de faire un 12/12 face à toutes les équipes qui étaient à notre portée pendant ce mois de janvier, début février. Il faudra un Thuram pour casser un bloc bas, parce que là, pour le coup, Clermont sera vraiment un bloc bas. Il faudra un Thuram pour casser des lignes, donc il faut que je puisse le gérer. Et la rentrée de Mario Lemina, même si un peu énervé sur son comportement, elle a été plutôt intéressante. Mhm. Effectivement, effectivement. Côté parisien, hormis Verratti, est-ce qu'il y a d'autres performances, Erwin, toi, que tu souhaiterais mettre en avant d'une manière négative ou positive? Bah, je pense que je vais faire positif. Bah, je vais commencer par Il a fait un bon Donnarumma. match, Cardi, on l'a pas vu. Ouais, bah, Donnarumma, bon gardien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bon, qui a été plutôt pas mal. Bon, après, il n'a pas été mis tant que sans difficulté lundi. J'ai bien aimé perso la prestation de Kerrer, malgré que j'ai trouvé un point un petit peu nerveux sur certaines interventions, mais je trouvais que bah, qu'il dégageait de l'assurance, surtout depuis que ça a été en fait un garçon qui a pas été affecté depuis son erreur contre Manchester United, mais tu vois que depuis quelques matchs, il revient bien, et je pense que le fait qu'un Sergio Ramos soit là, ça montre en fait, ça lui permettrait en fait de pouvoir bah, se libérer, surtout du poids du numéro 4 qu'il avait sur lui. Je dirais aussi Nuno Mendes parce que je trouve qu'il a fait quand même il avait fait quand même beaucoup de mal, notamment sur votre côté. Oui. Malheureusement, ce centre, il ne trouvait pas preneur parce que bon, quand tu te retrouves avec un attaquant en charge pondérale, c'est très compliqué de marquer, bien évidemment. Donc, non, mais c'est vrai. Instagram, c'est un mannequin Instagram maintenant, on sait, hein. Non, mais voilà, bref, lui, je ne vais pas parler de ce cas-là. Mais je voyais quand même comme sur son côté gauche, pour même s'il y avait des oublis, notamment sur son dos, bah, je trouvais qu'il prenait quand même bien son côté, qu'il essayait de perforer un peu votre défense. Et par moments, ça pouvait passer, mais comme je dis, quand tu n'as personne dans la surface de réparation, c'est plus compliqué de pouvoir marquer. Ensuite, bah, on a tous parlé de la prestation de Marco Verratti, où il a été quasiment partout. C'est lui qui a été organisateur du jeu, premier défenseur, dernier attaquant, il a quasiment tout fait. À un moment donné, je pensais même il aurait pu marquer encore un autre but, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, après, sa prestation en soi, elle est totalement réussie. Et sinon, après le reste, bah, ce sont que mes points positifs sur ce match, quoi, en fait. Ce sont que ces joueurs-là qui sont en fait positifs pour moi. Parce que, en fait, j'aurais pu mettre Kipembe en tant que positif, mais quand je vois sa déclaration d'après-match, Ouais, ouais. ah non, mais franchement, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Il a dit qu'en gros, ouais, on est déçu du résultat, mais on retient qu'on a fait un bon match. Ah, donc nous on a fait le match très peu Palette, nul, du coup. Donc, non, mais ça je va ne pas sais ou pas quoi? si on se rend compte. Le mec qui vient de se faire sortir de la Coupe de France à domicile par Nice, et tu dis que tu as fait un bon match. Non, mais T'as pas au-delà de ça, Erwin, c'est qu'il a manqué de. C'est pas de l'honnêteté, mais il a manqué mais c'est d'objectivité. Enfin, je veux dire, oui. ils sont sur le terrain, ils voient exactement la production de leur équipe. Non, Ils n'ont pas fait un bon match. mais le problème, malheureusement, Pancho, c'est ça, ce genre de déclaration qu'on a droit à tous les matchs, qu'on ait fait match nul ou défaite. Alors, à part peut-être Marquinhos et Mbappé, comme par hasard, les hommes forts qui te disent clairement qu'on n'a pas été bon, etc. Les autres vont te dire, oh, mais on a été pas mal, on s'est créé des occasions, l'adversaire n'a pas montré grand-chose non plus. Et tu crois que... Mentalité Vira. Ouais, bah justement. Sauf qu'en fait, je crois que votre Patrick Vieira s'est transformé. Il est passé de noir à blanc, de français Dans le à corps de Kimpembe. brun. Et voilà. Non, mais le problème, On c'est parle que beaucoup trop de Patrick Vieira dans cette émission. ouais, bah, c'est à cause d'Alric. C'est vrai, c'est vrai. Le fait qu'il parle de Voldemort, ça me fait forcément penser à lui. Mais, mais le problème, c'est que quand tu sors une déclaration pareille, mais qu'est-ce que tu veux, comment veux-tu réagir en tant que supporter? J'ai l'impression qu'on est dans un niveau où tu te dis, il se fout clairement de la gueule du monde. Alors, je Erwin, veux bien qu'on... Erwin, Oui, franchement, alors j'entends ce que tu dis, mais moi, la déclaration qui m'a le plus choqué, c'est la déclaration de Pochettino
Oui, sur Xavi Simons. sur Xavi Bah, Simons. Ça, c'est j'allais- honteux. C'est honteux parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans un premier temps que c'est pas lui qui a décidé, d'organiser les tireurs, ok? Et le gamin qui a 18 ans, qui a pris ses responsabilités et qui a raté, il lui dit, Il n'a pas raté parce que c'est le gamin qui la sort. Parce que raté, il ok, aurait tiré à côté. qui a vu son tir au but stoppé. Repoussé. Tu dis quoi? Tu dis que c'était pas sa décision. Comme si tu voulais te dédouaner d'une quelconque responsabilité. Pour moi, Pochettino, il n'est pas con. Le mec, il veut juste se barrer, en fait. Enfin, je veux dire, je vois pas, En pas fait, d'autres explications. non, mais pas tout. T'as un jeune joueur, qui a 18 ans, qui est pétri de talent. Je pense que Xavi Simons, ça va devenir un très très bon joueur. On en parlait C'est en DM, t'inquiète c'est pas, ouais. scandaleux. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais que la pire, c'est la déclaration de Pochettino. Moi, la pire, c'est la déclaration de Galtier sur Xavi Simons. Parce que tu disais, c'est l'entraîneur adverse qui va défendre le mec qui a raté son penalty. Oui, Et ça pas. j'ai vu. Ça j'ai vu, c'est incroyable. Alors, autant la déclaration de Pochettino, elle m'a rendu fou, mais celle de Galtier, j'avais envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Mais Mais il a j'avais dit, raison. Il a raison non, de dire ça. mais c'est pas une question d'avoir raison. Mais je me suis dit, attends, Galtier, il est entraîneur de Nice ou il est entraîneur du Paris Ah Saint-Germain? Je oui. comprends pas. Parce que normalement, ça, c'est la déclaration que devrait tenir l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain et pas l'entraîneur. Après Simons, je crois qu'il est en fin de contrat en 2022. Bah, c'est surtout qu'il n'a pas spécialement envie de prolonger et on peut le comprendre pourquoi. Mais Eh, Xavi, tu viens à la maison, il y a aucun souci. Et bah, Euh, il se lancerait parfaitement chez vous dans votre milieu de terrain, ce serait même pas J'ai une en- blague. on Entre récupère. Xavi Simons et Cherki, Ah, mais tu vois, il y a un joueur que je veux au Paris Saint-Germain, c'est Édouard Michou. Michu. Ouais, ça c'est vrai. Alors lui, c'est un joueur football manager, non? Bah, je ah, pense qu'à mon avis, même pas, non, non, juste parce que sur le peu que j'ai vu de ce joueur-là, je sais pas ce que tu en penses, Erwin, mais j'aime beaucoup son profil en fait. Voilà, j'aime beaucoup son profil. Avec Xavi Simons, ça fait partie de l'avenir, hein, ces joueurs-là. ouais, mais après, à la différence de Michou, Xavi Simons, pour moi, pour moi, il est prêt pour jouer en Ligue 1. Ne me faites pas croire le contraire. Mais c'est juste que je sais pas pourquoi Pochettino ne veut pas pas faire jouer. Une idée. Mais Michou, en fait, la différence, c'est que il manque encore un peu physiquement parlant. Bah, après, c'est normal, il a à peine que 15-16 ans. Il me fait un peu penser à Cosiello. Peut-être, ouais, mais après, je pense que s'il va dans un club, par exemple, comme Nice, par exemple, en prêt. Allez, venez les petits, venez. Allez, on vous avait tous les petits jeunes. Mais je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, il va parfaitement s'acquérir en fait dans votre équipe. Donc après, ça reste à voir. Parce que moi, je trouve qu'il a vraiment du jeu, personnellement. Après, il faut juste qu'il prenne un petit peu physiquement parlant. Et ça fera l'effet escompté. Je veux pas vous faire peur, mais le dernier jeune qu'on a récupéré du Paris Saint-Germain, il est parti en début de mercato de cette année. Il s'appelle Stanley Nsuki. Il nous avait coûté 12 millions et il a fait la pire saison de sa carrière, je pense. Je pense Bah après, il se relance bien à Bruges. le facteur contexte pour Ensoki. Oui, non, c'est vrai. Après, on a tous été très assassins avec lui, mais Ouais. il y a tellement de Ouais, je pense. Mais il n'était pas bon. Messieurs, est-ce que on peut passer à la projection sur le prochain match du gym et le prochain match du Paris Saint-Germain? On commence par Nice, si vous le voulez bien, qui reçoit Clermont Foot. Alors, j'ai même pas vu quand est-ce qu'était prévu le match. Je crois que c'est dimanche. 15 heures. Dimanche. 15 heures, ouais. Encore multiplex. Ok. Mathilde, 3 points obligatoires à domicile pour continuer cette belle série de victoires et ce beau mois de janvier. Évidemment, évidemment, surtout que là, en plus, je pense que suite au match de coupe, nos attentes sont démesurées. Enfin, moi, personnellement, on essaye toujours de rester lucide, mais c'est vrai que sur la lancée, on se dit que tout est possible. Donc voilà, sous Clermont, hein, sans vraiment dénigrer qui que ce soit, je pense que c'est à notre portée. Qui a battu Rennes la semaine dernière. Bien sûr, c'est Ah, un les match gars, de vous foot, avez connu, hein. c'est un match de foot, c'est un match de foot. Tout peut se passer.
Mais je pense que oui, on espère 3 points, c'est le minimum. Ok, Alric. 3 points obligatoires, d'autant plus que ça y est, il n'y a plus de match en retard. On est légitimement deuxième. Les Marseillais qui disaient virtuellement avec un match en retard à rejouer dans 6 mois, on est potentiellement deuxième et on finira devant vous. Allez vous faire. Voilà. Donc on est deuxième, on a 2 points d'avance. On peut leur mettre la pression si on s'impose face à Clermont. On doit s'imposer face à Clermont, mais attention, parce qu'on était dans l'euphorie, on a dépensé beaucoup d'énergie contre Paris, etc. On est en quart de finale, etc. Et on sait qu'à domicile, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est le match parfait pour confirmer que ça y est, à domicile, c'est vraiment reparti. Et attention à ne pas tomber dans le piège de Clermont en se disant non, mais t'inquiète, on arrive à gérer Paris contre Clermont, et même si on en met un peu moins, ça suffira. On a un coach qui ne permettra pas ça. Donc ça devrait bien se passer dans 3 points obligatoires pour qu'on puisse mettre Marseille à 5 points et ça, ce serait vraiment le top du top. Ce serait pas trop mal non plus aussi pour moi. Mais après, si je me trompe pas, quand vous avez fait match nul contre nous, je sais plus si c'était à la 16e ou 17e journée, il me semble que vous avez joué un match à domicile, je crois, c'était contre Strasbourg, un truc comme ça, et le match, vous le perdez en mode 3-0. général. C'était le match juste avant, il me semble. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'était avant ou juste après, mais dans ce cas, Juste je me dis, avant. en gros, il faudrait quand même que vous preniez compte justement des leçons que vous avez à tirer, parce que moi, je trouve que quand même, ce qui est marrant avec Nice, c'est que autant à l'extérieur, vous êtes presque une forteresse, on va pas se mentir, La meilleure équipe de France actuellement. mais en 2006, ça tatine beaucoup, je trouve, en fait. Hein. Je sais Parce pas, qu'on alors. on doit faire le jeu et c'est absolument pas le profil de l'équipe de Galtier. Bon, là, ça commence à être un peu mieux parce que, ouais, effectivement, on n'a pas perdu un match depuis Paris Saint-Germain, je crois. On n'a pas perdu un match depuis ce match contre le Paris Saint-Germain. Et donc, du coup, on se dit qu'on a toutes nos chances et on doit commencer à apprendre à jouer face à des équipes qui sont ultra basses. Parce que pour le coup, les équipes qu'on reçoit, en général, elles se disent bah, si on reste bien bas et qu'on leur laisse le jeu, ça ira. Donc tout l'intérêt est là, c'est de voir si on a compris les leçons et si on arrivera à battre Clermont comme il se doit. 3 choses. Victoire obligatoire. Pas de but encaissé. 4 choses. Victoire obligatoire. Pas de but encaissé. Une affluence correcte, voire correcte plus. On est la Ouais, plutôt pire correct. équipe du Les, championnat. les supporters niçois, les supporters niçois, allez au stade, allez soutenir votre équipe. Viens toi Euh, aussi. à 800 km, à moins de posséder un jet privé, ça risque d'être compliqué. Et surtout, alors ça a été un problème pour Nice cette saison, ça s'est corrigé ces dernières semaines, mais c'est le match d'après. Voilà, le match d'après. Après une belle performance, on a eu du mal. Ça va mieux, mais attention. Voilà, ça a tout du match piège. On en a connu. On en a connu des défaites à domicile contre Metz, des défaites à domicile contre Montpellier, contre Metz, Strasbourg. Metz, Montpellier, Strasbourg, effectivement. Donc, c'est abordable pour nous. Je pense que Thuram sera titulaire pour les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt. Et Dolberg va marquer, ça fait dommage qu'il ait plus marqué, donc ça l'énerve. Dolberg va marquer. Et puis voilà, une victoire conquérante. Le PSG se déplace à Lille. Erwin. Dimanche. Belle affiche de Ligue 1. Bah, les deux Comment derniers tu... champions. Les deux derniers Voilà. champions. Bah, le match, sachant que ça va être. Ça, là, on est clairement dans la préparation, bon, même si c'est un petit peu raté, dans le match contre le Real Madrid. Et je pense qu'à partir de maintenant, les joueurs vont commencer à se focaliser sur ce gros match-là. Malheureusement, il y a le match contre Lille qui arrive ce dimanche. Et Lille a absolument besoin de points, sachant qu'il me semble que le dernier match, ils avaient perdu contre Brest, il me semble, à l'extérieur. Donc, ils ont besoin impérativement de gagner afin de au moins recoller à la première partie de tableau. Or, on sait déjà que généralement, le Paris Saint-Germain, dans les gros matchs comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout que les gros matchs, on n'a pas beaucoup gagné cette saison, je crois, à part peut-être le match contre Lyon. Et il me semble que c'est tout, même d'ailleurs. Peut-être le match contre Lille à domicile et pas grand-chose. Et contre Lille, ça va être plus compliqué parce que cette équipe aussi va se préparer pour la Ligue des Champions contre Chelsea. Donc je pense qu'à mon avis, le match sera bien plus dur qu'on ne le pense.
Après, il faut voir en fonction de certains joueurs s'ils vont revenir de la CAN, notamment Hakimi qui va normalement revenir. Mhm. Et j'espère, et franchement, j'espère vraiment essayer d'avoir un minimum de jeu contre Lille, parce que si on n'est pas capable de faire du jeu contre eux, ça va être compliqué pour après. Et que surtout qu'on gagne encore et qu'on soit encore premier du championnat. De toute façon, on sera toujours premier du championnat à moins d'une catastrophe naturelle, mais au moins qu'on conserve au moins notre certaine avance, notamment sur vous, jusqu'au prochain match contre Nice où on risque de se faire massacrer. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai Évidemment, je troll. Hein. j'ai une petite question. Je refais un détour sur l'OGC Nice et sur le match de Clermont. Est-ce que selon vous, Galtier aurait intérêt à faire tourner avant la réception de Marseille en quart de finale de Coupe de France mercredi? Mathilde, Je réfléchis, qu'est-ce qui peut faire tourner à part le milieu qui est toujours, une qui est titularisation, une toujours, titularisation de Delors par exemple, une titularisation de Claude Maurice à gauche pour faire souffler Kluivert, non. euh, je Non, sais Kluivert, pas, il revient d'un match de Barre, suspension. Barre à gauche. Barre, Non. ouais, Barre à la place de Hamavi, oui, ça peut. C'est possible, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Peut-être Boudaoui laisser un peu de côté. C'est peut-être l'occasion de Titularisation de tester un Brahimi. peu. Ouais, pourquoi pas. Mais sinon, rien de plus. C'est pas le genre de Galtier de faire tourner, je pense, de toute façon. Enfin, Alaric. le strict minimum, quoi. Ouais. Mais Et puis, de toute façon, il fait tourner pendant ses matchs. Je veux dire, il y a des joueurs qui font ouais. 60 minutes, il y a des joueurs qui grappillent 10, 20 minutes par match. Mario Lemina est en train de revenir justement petit à petit par rapport à ça. Et il y a une composante qu'il ne faut pas oublier, et c'est dans Avantinissa qu'ils en ont parlé, j'en parle très très vite. C'est que la saison prochaine, on se retrouve avec la Coupe du Monde en 2002 au mois de décembre. Ce qui fait que le calendrier est complètement chamboulé pour la saison prochaine. D'après ce que les gars d'Avantinissa ont dit, on jouera tous les 3 jours. Donc, il faut commencer, je pense, et Galtier est aussi dans cette optique-là, c'est de se dire, attends, moi j'ai un effectif que j'aimerais bien pouvoir faire jouer de manière assez soutenue. Donc là, on a justement l'opportunité de ne pas avoir 36 compétitions. Il faudrait quand même qu'on arrive à concerner tout le monde sans forcément être obligé de changer la moitié de l'équipe à chaque match. Tu vois ce que je veux dire? Après, on sait que quand on fait 2, 3 changements, on garde en qualité. Donc j'ai dit, t'enlèves Delors, t'enlèves Dolberg, tu mets Delors. Hmm. T'enlèves Schneiderlin, tu mets Lemina, t'enlèves Rosario, tu mets Thuram. Enfin, clairement, en faisant tourner, on perd pas en qualité. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à garder une ossature assez, assez constante, que ce soit contre Clermont, parce qu'on a besoin de 3 points pour garder notre avance et peut-être creuser l'écart au championnat. Et surtout parce qu'il faut que ces mêmes joueurs-là soient prêts au très très gros match qui nous attend mercredi prochain face à Marseille, où on sait que là, si on se qualifie en demi-finale, ça va être chaud jusqu'à la fin de saison. Effectivement. Effectivement, je pense que l'ossature, c'est surtout la charnière. Il y a 2 grosses échéances, Ouais. voilà, il y a 2 grosses échéances pour une vraie fin de saison, quoi. Tout à fait. Et puis se mettre à rêver pour potentiellement un parcours en Coupe de France qui nous ravirait à toutes et tous. Messieurs, dames, je vous propose qu'on clôture par le petit quiz. Plusieurs questions à vous soumettre, mêlant l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain, la Coupe de Adrien, France. Voilà, donc il y a de la rapidité, je vous informerai lorsque ce sera le cas. Première question, là aussi c'est de la rapidité. Quel était le dernier match où le PSG n'a pas inscrit de but en Coupe de France? Finale de Coupe de France contre Lille en 2011. C'est beau. C'est beau. Résultat de cette finale, Hervé? 1-0 au Bragnac, non? Pour Fredo Bryan à la 83e minute. Mais je l'ai dit, vas-y, je l'ai dit aussi. Putain. Non, parce que j'étais au stade et je me rappellerai toujours, le seul but qu'il met de sa vie, c'était contre nous. Et il en parle avec une certaine fierté. Hein. Ah, il est Je beau l'avais son vu. coup franc. Je pense que Coupé se trouve un peu d'ailleurs. Je crois que Oui, c'est. c'était pas trop ça. C'était devenu une charrette, donc c'était un peu normal. Bah, surtout qu'il n'était pas titulaire à ce match-là au Bragnac, qu'il avait très très mal pris à l'époque. Mais Ouais. lors de l'année du titre
de Lille. Et c'est un entrant, hein. C'est Ouais. avec Demelo, je crois, de mémoire, c'est les deux qui. Alors que c'était un titulaire indiscutable Mm, une ou deux saisons avant. tout à fait. Deuxième question, on cherche un joueur. Fabrice Abriel. Ok, je change, j'en refais un autre. Oh le mec, non mais sérieux quoi. T'es chiant, tu m'avais fait le coup en plus, je me rappelle au tout début. Ça vous intéresse pas le parcours de Fabrice Abriel? Eh bien on en cherche un autre. C'est parti. J'avais prévu. Ah, quel enfoiré, il avait prévu, J'avais en plus. prévu. Et j'ai un point. Bah oui, là t'as un point. Mais alors là, quand je vous dis que je lui envoie les questions avant, c'est évident que je lui envoie. Non, vas-y, arrête de dire ça. J'ai perdu les 4 derniers, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Calcio Come. Pardonnez-moi pour l'accent italien. AC Milan. Paris Saint-Germain. Monaco. Milan AC. Nice. AC Legnano. En Italie. Marco Simone. Oh oui, ça c'est beau ça. Bien joué. Ça c'est beau ça. On se On se rappelle souvient de son passage tout remarquable à à fait. l'OGC On Nice. se rappelle de son passage. Donc retraite en 2006, hein, bien sûr. 10 matchs, 0 but, le lapsus, c'est non. 10 Alors, matchs, 0 but. pour être totalement précis, Alric, 7 matchs. Voilà. Ah, 7 matchs, je crois Voilà. que c'était 10. Excuse-moi. Il a fait 3 mois. Pardon. Troisième question. Alors là, je vais vous demander à tour de rôle. Voilà, on va commencer par toi, Mathilde, de me donner un tireur parisien ou niçois de la séance de tir au but. C'est parti, Mathilde. L'un ou l'autre? L'un ou l'autre, un des tireurs de la séance de tir au but du match. Ah bah, pour ouverture, Schneiderlin. Erwin, Messi. Alric, Paredes. J'allais dire. Mathilde, Todibo. On reste à la maison, hein. Erwin, Xavi Simons. Oh, putain, le pauvre. Alric, Mbappé. Mathilde, Delors. Verratti. est-ce qu'on va avoir droit à un sans faute? Alric, Dante, putain. magique, magique. Mathilde, Guessin. ah, le fameux T'as dit quoi? poteau rentrant. Ah oui, oui, Evan Guessant, le Guessin. poteau rentrant qui est pas poteau. Voilà. Erwin, de le tour, c'était ça? Oui, c'était. Ah là, par contre, ça va être dur. 3, 2. Icardi. Ah, Ouais, mais. merci. Non. Ah, non, J'avais- non, ça sort, tu es éliminé. Alric, à toi. J'ai dit Attal ou pas? Je sais pas. Mais il me semble Non, je que. crois Je l'ai pas. pas dit, je Attal. l'ai pas dit. Oh là là, mais il fallait pas répondre. Non, Atal, allez, c'est validé. Mathilde. Bah, Gouiri, il me semble. Bien. On a dit. C'est validé. Bêtement. 3, J'ai pas. 2, 1. Le point, il va à Mathilde. Il en reste 2. Est-ce que vous les avez? C'est 2 Parisiens. Non? Non. Bah, Draxler, je crois, non? Draxler et Bernat. Voilà. Ah putain. On a tous, Moi, Bernat, j'ai compris. c'est vrai. on a tous oublié Entre les deux, que. c'est les Draxler, je l'avais oublié. Bien. Et tu sais quoi, j'ai revu, parce que moi, je me fais des petits kiffs parfois dans la vie, c'est que je revois les matchs où on gagne. Et j'ai revu la séance de tir. Tout le temps. J'ai revu la séance de tir au but en allant au cinéma cet après-midi. Et Bernat, ouais, il m'était complètement sorti de la tête. Quatrième question. Bravo Mathilde, tu remportes un point. Boulka a joué son second match officiel avec l'OGC Nice. Deuxième match de Coupe de France. Il en avait joué également 2 avec le PSG. Mais combien a-t-il joué de matchs officiels en professionnel et en club depuis le début de sa carrière? C'est-à-dire que je n'inclus pas les sélections U18 en Pologne, quoi.
Du coup, Chelsea, ça compte pas Chelsea, il a pas joué de match en Donc, professionnel. vous allez devoir me donner un nombre. Je vous dis simplement, c'est moins de 100 matchs. Comme Bah, vous pouvez... Châteauroux, c'est l'essentiel, mais je sais pas combien, ouais, je dirais 30. Tu dis 30, Alric? Ouais. Ok, je note. Mathilde? Pff, je dirais un peu plus. 32. Non, un peu pas mal plus. Euh, Bah, nombre rond, 40 alors. Ok. Erwin? Moi, je dirais 35. J'étais sûr qu'il allait dire ça. C'était Ça, sûr. ça, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment la douille de la troisième personne qui donne Je une me suis dit, estimation. Attends, quelqu'un dit 40, quelqu'un dit 30. Bah, je dis 35. je Eh me bien, suis dit, il est malin, justement, il dit ça. eh bien, figurez-vous Que c'est 10. que c'est C'est 40, beaucoup plus, que c'est 60. que c'est 48 et que c'est Mathilde qui remporte le point. Bravo. Alors, j'ai été surpris de voir qu'il n'avait joué que 9 matchs avec Châteauroux. Ah bon? Il a joué que 9 Oh, matchs. ils sont pas sur- Pour moi, Parce que je pour moi, crois il qu'à avait, pour moi, il avait fait une saison pleine à Châteauroux. Ouais, Non, moi mais aussi. Ouais, à j'aurais Châteauroux, dit il a plus eu une aussi. grosse blessure, justement. Il avait une grosse blessure. Ceci explique donc cela. Cinquième question. Du coup, il y a combien là, au score? 2-2. Je vous donne le score. 2 points pour Mathilde, 2 points pour Alric, 1 point pour Erwin. On n'avait plus vu un quiz autant serré depuis la nuit des temps. Depuis le match Nice-Lens, remporté par Jean. C'est Mais vrai. on en parlera pas. Ça va être de la rapidité, messieurs, dames. Combien de cartons jaunes furent distribués dans ce match? Au total. 10, 7. 7 pour Alric. 10. Mathilde, ta proposition? Je dirais 7 aussi. Donc, C'est dommage parce que c'est 8. Ah là là. Donc 0 point dans ce... Tout va Et bien sûr, t'as prévu une sixième J'ai prévu. Des Quel questions. était le numéro 25 Ça, c'est vraiment les questions, les questions où tu sais, t'as pas prévu. Bon, alors attends, hein, les deux numéros de 32. Donc, non, c'est 8, 5 pour Nice, pour 13 fautes, et 3 pour PSG pour 9 fautes. Ce qui fait un ratio. donc 4 dans les 10 dernières minutes. Donc, hein, les ce qui est un ratio quand même très respectueux pour un arbitre français. Donc, bravo pour cette performance. Extrêmement respectable. Dernière question. Penalty ou pas sur. Non, c'est ça. Combien de ballons a touché Mauro Icardi lors de ce match? 6, il a touché 6 ballons. Il a touché 6 ballons, 3 perdus. Merci. Ah, mais c'est quoi cette question là Forcément qu'il y avait la réponse. Marie, c'était le chiffre qui était sorti depuis lundi. Tout le monde avait conscience de ce en chiffre-là. plus, Donc, j'ai vu la je me stat. suis dit, Mais moi, je l'ai pas vu parce que Icardi m'énerve. Alors, messieurs, dames, on assiste à un moment historique puisque vous êtes tous les trois à 2 points. Mathilde, je vais te poser une question personnelle. Quel âge as-tu? 20 ans. Ah! Bon, écoute. Tu n'étais donc pas né. Bon, écoute, on se le fait sur... voilà. Qui est champion du monde en 98? Non, Désolé. on se le fait sur un joueur. Un joueur, voilà. Rapidité sur le joueur mêlant Nice et le Paris Saint-Germain. Créteil, Nice, Paris, Traoré. Auxerre. Traoré. Samy, Pifou, Traoré, Samir Adona. fumeur de Une question clope. à l'avance, là. Fumeur de clope, je me rappelle, en 2004. Ah, pas moi, je m'en rappelle vraiment. Hein. Ah bah, sa remontée de balle à la Lucio qu'il avait fait au Parc des Princes, qui avait levé tout Samir le Adona, stade. il avait appelé. Entre Lille et le parc est debout, je ne pourrais jamais oublier ce moment-là de que dans ma vie. Absolument incroyable. Le parc est debout. Bien, bravo Alric, tu regagnes le quiz, donc ça veut dire qu'on perd ce week-end contre Clermont. J'espère que Ouais, la écoute. communauté OGC Nice est prête.
Alors, Je le prendrai mal. Ce que je vais faire, je vais faire une capture de ce que tu viens de dire et je le passerai en même. Ah non, ah non, ah non, parce que si on perd vraiment à l'arrache sur le seul tir cadré de Clermont, Avec un but de Mohamed Bayo pour son retour de la CAN, juste pour oh là plaisir. là Tu sais. là là, c'est dur. Un but d'Acuna, un but de Je le l'Acuna, prendrai tu vois. super mal. Sur t'inquiète pas ce, que je peux pas rappeler celui-là. sur ce, messieurs, dames, comme prévu, nous avons dépassé le temps imparti. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro du Club Pancho. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, on se retrouvera exceptionnellement, je pense, lundi soir prochain, du fait du calendrier, puisque mercredi soir, il y a un match. Donc, on se retrouvera Alors, quelle heure, du à... coup? On en reparlera effectivement, Alric. Parce que Possiblement que moi, ce ne lundi soir, sera pas je suis pas. lundi soir. J'ai oublié que tu avais des obligations professionnelles, Télévisuel. mon cher Alric. Télévisuelles qui visait. Non, non, on en reparlera. De toute façon, je serai en vacances la semaine prochaine. Donc, on peut s'adapter pour faire un mardi soir. Il y a aucun problème. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Christophe, merci à Alex, merci aux personnes présentes sur le chat Twitch. Puis merci à vous d'avoir participé à ce Club Pancho. On espère une victoire ce week-end. Passez une très bonne semaine et une très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi Salut, salut. et bonne soirée.